Nous sommes très heureux, comme tous les soirs, d'être en votre compagnie. Bonsoir et merci de regarder le Grand Talk que nous entamons maintenant. Nous sommes heureux de vous savoir fidèles et nombreux à ce rendez-vous-là, tous les jours à partir de 18h30. Oui, 18h30, vous notez les horaires dans vos calepins, vous êtes de plus en plus nombreux. Pour ceux qui nous disaient au début, on ne connaissait pas les horaires, ça a changé, on commence à s'habituer et c'est une très très bonne chose. Daouda, bonsoir, comment allez-vous? Salut Brice, ça va très bien, et chez toi? Ça va, tu m'as manqué hier pourtant. Pardon? Oui, tu m'as beaucoup manqué Ben hier. oui, moi aussi, je regardais cette place et je me disais, il est où mon Daouda chéri? Il est là aujourd'hui, il est juste là. C'est Même ça. si Abba est jaloux. Voilà, c'est clair, Ouais, c'est clair. Abba est jaloux. C'est clair, c'est clair. Tout le monde sait que vous avez une place de choix dans vos cœurs. Oh là là, je suis touché. C'est ça. Bonsoir Alain, comment ça va? Bonsoir, ça va. Vous allez bien Alain? Merci et vous-même? Ouais, c'est ça, ouais. Sur chemise. Oui, Jack and Jones. Jack and Jones. Ah, c'est pas mal ça. Mm. Ça me rappelle de bons souvenirs. Ah, ben L'époque où on faisait de la moto. voilà. Oui, à New York. Ah, non, c'est notamment. exactement, je- c'est je- ça. Je me rappelle. Mais bon, voilà. C'est des bonnes choses. Voilà, les autres ne. Mais vu là, c'est des Seuls les flotteurs. initiés comprennent. Ces deux-là, c'est des pas flotteurs. Bonsoir Kevin. Bonsoir Brice. À propos de New York, je vous aurais bien vu à un match de basket. Et non, exactement, c'est l'inspiration du C'est ça, moment. c'est ça. Voilà. Toi, tu n'étais pas à New Jersey par hasard? Non, non, non. Ah, Dieu merci. J'étais en Californie. Ah ouais, Voilà, je comprends. Californie, je vous rappelle, ou à Washington, je vous rappelle, c'est pas vers Cocody là. C'est pas Parce qu'il y a un grave. Washington là-bas, c'est pas le Il y a un Washington juste derrière le musée technique là. C'est pas les mêmes avenues. Hein. pas le même avis. On espère que vous allez très très bien. Ce soir, nous aurons sur notre plateau Aoulaba. Elle sera sur notre plateau. Aoulaba, cher Daouda, Aoulaba. Miss Aoulaba. Non, non, dites Aoulaba. Ah, On dit plus Miss Aoulaba. on dit Voilà, c'est simplement soit Miss Côte d'Ivoire ou Aoulaba. Aoulaba. d'accord, parce qu'il y a une dame sur Facebook qui s'appelle Félie Aoulaba. Ah bon, hein. Ça prête à confusion, c'est pour ça que je dis Miss Aoulaba. Mais ami également. C'est Ouais, ça. voilà. Donc Aoulaba 2022, elle s'appelle Bérété Mafata, elle sera avec nous sur ce plateau-là. Ça va être un bon moment qu'on vous propose. Également, pour ce rendez-vous, notez qu'on sera en compagnie en dernière partie de Madame Francesca Di Mauro. Vous savez qui c'est? Je pense que c'est la C'est représentante de l'UE, non? Lui en Côte d'Ivoire, elle sera Voilà. sur notre plateau. La toute nouvelle, remplacement de l'autre équipe. Comment on disait ça? Georges. C'était difficile à prononcer. Ouais, c'est vraiment. Excusez-moi, Son Excellence. Voilà. Mais à côté de ça, on va débattre de questions d'actualité. Et bon, on a parlé de réformes au niveau de Ebony. Je crois qu'on a été contacté, voilà, pour suivre le dossier de très très près. Donc vous étiez, non, vous n'étiez pas là quand on en parlait, Kevin? Non, je n'étais pas là. Ah, d'accord, ok. Vous êtes plus présent. Ah. Bon les amis, on va évoquer une question qui nous tient à cœur, qui nous touche particulièrement, si bien c'est la situation de nos compatriotes en Tunisie. Eh bien, bonne nouvelle, en tout cas la nouvelle concernant donc notre info du jour, parce qu'en fait, on m'annonce dans l'oreillette qu'il y a le jingle, mais en fait, le jingle de la grande révision. C'est-à-dire, là, depuis qu'on a le jingle de plusieurs, on est... Voilà. Tu as commencé à oublier le jingle. Hier, tu as fait ton show sur le jingle comme ça. Ah, c'est vrai, tu n'étais pas là, Daouda. Mais j'étais là, j'ai regardé, mais le gars, il a qu'à prouver les jingles. Ah, tu regardes, t'étais pas là, mais tu suis. Mais je regardais, oui, je regardais. Daouda, même quand il n'est pas là, il est en esprit. Eh bien, grande révision, jingle. Allez, je place ça juste pour vous, Daouda. C'était, voilà, pour que vous soyez à l'intérieur. Ouais, je suis dedans. C'est ça. Allez, on parlait du retour des Ivoiriens donc de la Tunisie. C'est le gouvernement ivoirien qui annonce décaisser 1 milliard de francs CFA pour le retour de 500 Ivoiriens pour leur rapatriement ou leur retour. Je dirais le retour, moi. On sait que les Ivoiriens et certains frères subsahariens en ce moment vivent des situations difficiles. La Côte d'Ivoire, donc, en plus d'organiser ce rapatriement-là, essaie d'être au plus proche de ses compatriotes. C'est une bonne nouvelle, vous direz, les amis. Ouais, c'est une très bonne nouvelle dans la mesure où, depuis quelques jours, les subsahariens qui sont en Tunisie subissent une situation très dramatique, qu'on sait du fait des propos assez raciste de son premier dirigeant, Kais Saied. Ah, vous vous souvenez de son nom? Moi, j'ai oublié. Oui, il faut se souvenir, parce que quand quelqu'un dit des bêtises, il faut se souvenir de ce qu'il dit. Et à ce propos-là, le gouvernement ivoirien avait pris la décision de demander aux Ivoiriens qui voulaient rentrer
de s'inscrire et il y a 500 qui se sont inscrits sur la liste. Et à ce propos-là, lors du dernier Conseil des ministres, comment on appelle ça, le gouvernement a mobilisé Air Côte d'Ivoire pour qu'ils puissent rapatrier ces personnes-là et aussi mettre à disposition des moyens pour pouvoir les aider dans leur réintégration. Voilà, 1 milliard. Maintenant, moi, la question que ça me pose, parce qu'aujourd'hui, toutes ces personnes, parce qu'au-delà de ceux qui vont en Tunisie de façon régulière, il y a des gens qui vont de façon irrégulière. Les Ivoiriens qui vont rentrer, qui sont en situation régulière ou irrégulière, il est important qu'à leur retour, on puisse faire un vrai tri. Parce que certains de nos frères des pays d'à côté aussi aiment profiter du visa ivoirien, en fait, quoi. Voilà. Oui, ça avait été évoqué. Il paraît qu'il y avait des infiltrés, ou même des utilisateurs du passeport ou du visa ivoirien. Non, mais pour ce que je sais concernant cette histoire, c'est que généralement, les candidats à l'immigration clandestine, généralement, quand ils arrivent au bord de l'eau, chacun jette son passeport. Et comme, oui, effectivement, soit mon passeport est resté dans l'eau, mon passeport est ceci. Donc, finalement, quand ils sont pris, ils disent oui, je suis de la Côte d'Ivoire parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire étant un pays assez responsable, ne laisse pas ses compatriotes dans des situations difficiles. On sait qu'on va aller les chercher. Donc finalement, tout le monde dit je suis ivoirien pour se retrouver en Côte d'Ivoire. Mais je pense que c'est pour régler tout ça que déjà l'embarquement, il avait été demandé un certain nombre de documents, des extraits de naissance, des photos, pour que ce ne soit pas un peu dans une forme de brouhaha, qu'on fasse rapatrier un peu tout le monde qui vient. Exactement. Enfin, évidemment qu'une grande partie de cette somme-là sera injectée dans l'achat des billets d'avion. Et il faudrait justement soutenir nos compatriotes, nos ressortissants, afin qu'ils rentrent, donc assurer leur intégrité physique. Par contre, je vais peut-être me faire incendier, mais si j'ai envie de faire un peu le mathématicien, si on suppute que le billet oscille entre 500 et 600 000, fois 500, on est aux alentours de 300 millions. Les 700 millions serviront à quoi? À permettre justement à ce qu'ils se réintègrent, à ce qu'ils se repositionnent financièrement quand ils reviendront au bercail. Mais moi, en fait, il y a un sentiment de gêne qui m'anime parce qu'il y a des Ivoiriens, des concitoyens, des citoyens ivoiriens qui vivent sur le sol ivoirien, qui sont totalement embourbés dans une mouise financière. Il y en a qui subissent la cherté de la vie, il y en a qui subissent la surfacturation médicale, le népotisme, tout ça. Mais ces gens-là ont décidé de rester. Et je pense qu'il y aura une idée de favoritisme, en tout cas d'inéquité, qui ne va pas dire son nom. Du coup, moi, les aider à ce qu'ils rentrent, oui, c'est vraiment ce qu'il faut faire parce qu'ils sont en danger là-bas. Mais les aider financièrement pour qu'ils... Voilà, moi, ça me gêne. Non, Quid des gens qui sont... Moi, je comprends ta position. Il faut déjà connaître des précisions pour Kevin moi, je comprends. Sur comment cette réintégration ou bien comment cet argent-là pourrait être utilisé. Voilà, c'est important qu'on précise. Non, moi, je comprends la position de Kevin. Je suis en partie d'accord avec ce que tu dis. Mais il faut comprendre aussi que tous ceux qui sont partis en Tunisie n'y sont pas allés de façon irrégulière. Il y a des gens il y a des étudiants. Il y a des étudiants, il y a des gens même qui vivent là-bas, qui travaillent là-bas, qui avaient commencé à construire une vie là-bas. Aujourd'hui, pète tout ça, s'est retrouvé à zéro tout d'un coup. Et puis en même temps, je vais dire 1 milliard, on ne sait pas comment ça sera redistribué. Oui, en même temps, au cours des moments, on pourra comprendre plus ou moins. De l'argent pour commencer à construire des startups. Je crois que pour faciliter, c'est marqué, pour faciliter leur réintégration. Donc déjà, il y a des personnes qui arriveront à Abidjan, qui ont besoin de repartir à Daloa, qui est peut-être leur base. Donc il y a un peu tout ça. Non, évidemment que la solidarité nationale est de mise, voilà. Évidemment qu'on doit la prôner, mais je suis en train de dire que pour l'Ivoirien lambda qui ne s'en sort pas, quand il voit placarder 1 milliard pour aider les ressortissants, 500 personnes qui sont en Tunisie, nos frères ivoiriens, il peut se poser des questions et se dire « mais moi, je suis totalement lésé ». C'est ce que je dis, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal. Mais ça. C'est aussi notre rôle d'expliquer à l'Ivoirien lambda que c'est 1 milliard. Déjà, vous avez fait un petit calcul autour de 500 millions. Un calcul arabe. J'ai supposé. J'ai un calcul arabe. J'ai dit si on doit supposer. Un calcul tunisien. Donc, quand vous finissez ce calcul-là, bon, vous comprenez bien qu'après, il y a d'autres dispositions à prendre. Et voilà, ce n'est pas qu'on va leur donner 1 milliard ou 100 millions à chacun. Mais il est important que nous, notre rôle puisse être connu, c'est-à-dire informer les téléspectateurs pour pas qu'on se fasse de mauvaises idées. Quoique, ceci permettra un peu plus de transparence sur l'utilisation peut-être de ce fameux milliard. Pour ceux qui... C'est pas beaucoup d'argent quand même. Non, bon, je pense que c'est le devoir de solidarité de l'État. Ici, sur ce plateau, on s'était ému du silence des autorités. On avait même indiqué des pistes, convoqué l'ambassadeur de Tunisie, envoyé une mission sur place. Et finalement, le gouvernement a fait comme d'autres pays d'Afrique subsaharienne en décidant de mettre à disposition des compatriotes qui le souhaitent, parce que ce sont des retours volontaires. Hein. Bien sûr, oui. Ils sont partis
seuls et ils reviendront en fonction de leur propre volonté. Maintenant, 1 milliard, moi je pense que c'est juste le coût de l'opération. Parce que évidemment l'avion nécessite un personnel de navigation, il faut du kérosène, il faut payer des droits de stationnement, etc. Et puis ceux qui reviendront, comme Brice l'a indiqué, doivent regagner leur famille. Donc il y a un petit pécule qui doit leur être remis et qui est justement compris dans ce budget d'1 milliard. Et moi-même, j'ai fait la Tunisie là-bas avant de sortir de leur pays, il y a des taxes encore à payer. Voilà. Et je pense que ce n'est pas tout à fait indiqué de faire la comparaison parce qu'évidemment, quand on est au pays, on a aussi des avantages d'être en Côte d'Ivoire quand on n'est pas à l'étranger. Voilà, même si on est dans une situation un peu défavorisée, mais celui qui est à l'étranger, qui est notre compatriote, appelle quand même à l'aide. Quand vous avez vu ces enfants, ces femmes, ces moins jeunes qui dorment à la belle étoile devant l'ambassade de Côte d'Ivoire et qui sont soumis aussi aux pressions des Tunisiens qui détestent les étrangers et autres. Donc, je pense que c'est ce que cela coûte de prendre ses responsabilités. L'État l'a fait, je pense que c'est une bonne décision. Très très bien, donc on parlait de réaction de l'État ivoirien, mieux que les communiqués. Je pense que l'État a décidé de prendre des dispositions plus urgentes, des communiqués pour dénoncer, c'est vrai, on peut le faire à tout moment, mais déjà ce qui était important et urgent, c'était la sécurité, ou c'est la sécurité de nos compatriotes, et puis pour ceux qui ont envie de revenir, leur retour sur le territoire ivoirien. Après, 500 personnes, je ne suis pas sûr que... Il y a seulement 500 personnes, 500 Ivoiriens, ceux qui ont pu... Décider de venir, voilà. Oui, ceux qui ont pu se déplacer. Ceux qui ont pu se déplacer, parce qu'il y a un certain nombre qui sont soit en prison, soit bloqués à l'intérieur, enfin, en tout cas en dehors de la capitale. Donc ceux-là, peut-être qu'on... Je pense que le gouvernement prendra d'autres dispositions pour pouvoir se pencher sur leur cas et leur situation. Très très bien. Alors les amis, on va progresser avec la phrase du jour. Eh bien, elle émane du chef du gouvernement, son Excellence M. Patrick Kachi, Premier ministre de Côte d'Ivoire. Eh bien, c'était à la faveur donc, du Salon international de l'agriculture, donc au cours de son voyage en France. Eh bien, il disait ceci, et je cite, « Sur la base de l'expérience de la France dans l'organisation des grands événements, son appui nous sera d'un grand apport dans la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations prochaines. » Voici une réaction. Eh bien, vous avez les amis, vous avez vos panonceaux. Vous me direz ce que cette phrase, cette déclaration du chef du gouvernement suscite chez vous, pour ou contre. Alors, vous avez vos panonceaux. Pour ou contre, les amis? Ah, on vote maintenant? Oui, votez. Pour. Alors, quand vous dites pour, vous êtes pour que... Bah, moi, je suis... Exactement, vous avez justement posé le mot sur la table. Moi, je suis pour que l'expertise de la France... justement, pour qu'on puisse en bénéficier. Je trouve qu'il n'y a pas de honte à demander, non pas de l'aide, mais de l'expertise. On parlait récemment de l'armée française qui aidera notre armée à s'entraîner, se surentraîner, à justement savoir manier les armes. Ce n'est pas la même chose, hein, mais c'est une sorte de comparatif que je fais pour dire en fait qu'on peut bénéficier de l'expertise d'une nation, qu'elle soit européenne ou africaine. Moi, en fait, le mot France, pour moi, ce n'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot. C'est vrai qu'il y a l'histoire de la colonisation, mais est-ce qu'on peut aussi s'extirper, sortir de cette histoire-là? Et puis, ce n'est pas comme si nos deux pays étaient dans une situation diplomatique dantesque. Les deux pays s'entendent très bien. À voir comment nos deux présidents se comportent à chaque fois qu'ils se rencontrent. Donc, pour moi, oui, je suis totalement pour. Je ne vois pas pourquoi je devrais être contre. Moi, je suis pour. Hein. Okay. Donc déjà, je veux dire, il faut sortir. Parce que quand moi j'ai vu cette déclaration, j'ai vu certains sur la toile s'émouvoir, pour certains qui se font appeler panafricains, bon, que j'appelle généralement panafricains parce que... Tu les appelles comment? Les panafricains. J'avais pas compris. Pas d'injure quand même. Non, c'est juste une façon de parler. Hein? C'est juste une façon de parler pour dire simplement que, de mon point de vue, je veux dire, il faut sortir de ce souverainisme frilaté et nauséeux en fait. À un moment donné. Pourquoi? Comme c'est écrit, s'inspirer des meilleurs pour offrir la plus belle Coupe d'Afrique des Nations à la Côte d'Ivoire. On sait tous que depuis l'entame de quand on a eu cette Coupe d'Afrique-là, l'organisation de cette Coupe d'Afrique-là, le Premier ministre et l'État ivoirien, ils se sont vraiment investis dans son organisation. Et au-delà de ça, il faut comprendre derrière ces propos-là que ce n'est pas la première fois que le Premier ministre Patrick Kachi va voir comment on appelle ça, chaque fois que les diplomates venaient le voir, il lui demande leur expertise. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il a simplement dit la France
que tous ceux qui sont encore dans le complexe néocolonialisme encore vont commencer à s'émouvoir. Parce que dans cette Coupe d'Afrique, il faut voir au-delà de cette Coupe d'Afrique-là qu'il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement du football. Il ne faut pas réduire cet événement africain et mondial au football. Il faut aller au-delà de ça. Parce que pendant cette CAN-là qu'on va organiser l'année prochaine, forcément, ça va avoir des répercussions sur le tourisme, sur, comment on appelle ça, la culture, sur plein d'autres choses. Donc, sincèrement, à un moment donné, sortons de ça. Et s'inspirer de la France qui a déjà organisé de grandes compétitions de ce genre-là, franchement, il n'y a rien de tel que de s'inspirer des meilleurs. Ou bien, s'il avait dit les États-Unis, ça allait choquer les gens. Non, à un moment, il faut arrêter. Parce qu'il avait même demandé en son temps à l'ambassadeur qatari qui était venu le voir, parce que pour beaucoup, ils ne suivent pas l'actualité gouvernementale. Donc forcément, ils ne vont pas savoir que le monsieur, chaque fois qu'il recevait des gens, il leur disait de donner leur expertise, parce qu'il veut que cette CAN soit la CAN la plus belle, d'autant plus que c'est la CAN de l'hospitalité. Alain, vous avez déjà donné votre avis, Kevin. Alain, vous êtes contre ou vous avez dit contre? Moi, je suis perplexe et contre. D'accord. À quoi cela sert-il de mettre sur pied un comité d'organisation qui est composé de personnalités qui sont brillantes et expertes dans leur domaine respectif? Moi, je n'ai rien contre des experts étrangers, je ne parle même pas de France, mais j'estime que quand on a à la bouche matin, midi et soir les champions nationaux, les belles expressions, on a lancé des concepts pépites pour transformer l'économie, on ne la transforme pas dans là, s'asseoir dans le salon du voisin. Voilà, il faut aussi faire preuve de patriotisme économique. Et excusez-moi, Daouda, ce n'est pas du tout avoir une vision frélatée des relations internationales. J'estime que nos pays sont arrivés à un stade où les États devraient faire confiance aux entreprises locales. Voilà. Alors, parce que, excusez-moi, oui. Cette CAN, c'est un événement important. Je pense que si c'est pour gérer la billetterie, excusez-moi, on a quand même des experts en Côte d'Ivoire pour le faire. Si c'est pour gérer la sécurité, j'imagine qu'on sait quand même comment cela fonctionne. J'observe quand même qu'avant cette déclaration du Premier ministre, j'ai appris il y a maintenant 1 an et demi qu'une filiale de la société Vivendi, qui s'appelle Vivendi Sport, travaille, je crois même dans les locaux du COCAN. Donc, bon, je dis à un moment donné, ce n'est pas pour parler de souverainisme et autres, mais je dis il faut qu'on soit quand même responsable. On dit, on veut redonner notre visage au pays. On veut faire travailler nos entreprises. Ben voilà des opportunités pour les faire travailler. Dans la communication, on a aujourd'hui Jean-Claude Decaux qui est partout à Abidjan, mais pourquoi? Il faut laisser les entreprises locales du secteur faire ce travail, faire cette CAN pour qu'elle soit d'ailleurs la plus belle. Allez, justement, non, j'ai une question. Est-ce qu'aujourd'hui, à côté de tout ce que vous défendez, hein, chacun dans vos positions, on va essayer d'en avoir une un peu plus nuancée, moins tranchée, Alain est contre, vous êtes pour. Est-ce qu'il n'existerait pas la possibilité d'allier les deux expertises, c'est-à-dire une expertise locale, et puis dans certains domaines pour lesquels on a peut-être besoin d'être appuyé? Est-ce que c'est un grand péché? Lequel, par exemple? Mais Alain, je vous pose une question. Je pense que même la France, aujourd'hui, ne fait pas appel pour certains domaines à des expertises israéliennes, à des expertises dans certains domaines. Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Vous voyez, il y a aussi le mot transparence qui vient parfois dans les discours des autorités, la lutte contre la corruption. Dans ce cas, on fait un appel d'offres ouvert à tous. Et puis, si c'est une entreprise étrangère qui remporte le marché, tant mieux. Mais on ne peut pas comme ça d'office décréter que nous aurions besoin d'expertise française, américaine, chinoise ou je ne sais quoi. Monsieur Alain, voilà. Monsieur Alain, moi je comprends votre point de vue et je l'entends. Mais dès l'instant qu'il dit qu'on va s'appuyer de l'expertise française, ça ne veut pas dire que les Français viennent prendre tout le marché. Non. Mais si, c'est ce que ça veut dire. Non, c'est pas ce que ça veut dire, monsieur Alain. Moi, c'est pas ce que ça veut dire. Vas-y. Le Premier ministre, excusez-moi Kevin, le Premier ministre a même précisé dans le domaine de la billetterie et de la sécurité. Mais quand on parle d'expertise, ça ne veut pas dire que c'est une entreprise française qui a vu s'asseoir pour vendre les tickets. Je pense que les compétences locales seront là. Les compétences locales seront justement au devant de cette CAN 2024-là, mais n'empêche qu'on puisse s'inspirer d'une expertise, en tout cas prendre le pouls de ce qui se fait ailleurs, que ce soit en France, en Inde, moi qu'importe le pays. Mais je veux dire, tant que ce pays-là peut nous apporter un appui, vu que le pays n'est pas, je ne vais pas dire précurseur, mais en tout cas, ce pays a beaucoup plus d'expérience du fait de ce qu'ils ont déjà fait dans le domaine
domaines, La proximité. partout dans le monde, même en France, je veux dire, même dans le domaine médiatique, les Français, justement, s'inspirent, en tout cas, prennent le pouls de ce qui se fait ailleurs pour implanter des émissions. J'ai une question pour tous les trois. notamment. J'ai une question pour tous les trois, les amis. Dites-moi, si c'était dit par un privé, peut-être que ça aurait été moins retentissant. Mais là, on parle quand même du chef du gouvernement ivoirien qui dit clairement que nous on va allons s'inspirer avoir... de l'expérience française. Voilà. C'est ça. Mais en fait, Brice, là où les gens ne vont pas loin dans la réflexion, c'est que je veux dire, il faut... Oui, ils vont loin, mais ils ne vont pas dans votre sens. Oui, si vous voulez. Mais je veux dire, quand on sort une phrase de son contexte, ça devient un prétexte. Mais pas du tout. Je m'explique, monsieur c'est Alain. tout ce Je qu'il a m'explique. dit sur la CAN. Non, je m'explique. Parce que dans quel contexte il le dit? Je pense qu'il le dit lors d'une visite en France, au salon de l'agriculture. Donc forcément... Oui, qui est connu pour être un salon sportif, je pense. Non, Oui. mais Oui, parce que pour même le si, coup- non, même si il le dit en France avec son homologue française, tout et tout. Donc dans ce C'est une contexte, opération de séduction selon vous? pourquoi pas? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que dans le fond c'est mauvais? Au salon de l'agriculture, ça prêtera. Non, mais en même temps, tous les politiques français, ils vont pour faire leur comme là-bas. Hein, tu es d'accord? Tu ne me diras pas le contraire. On va poursuivre. Voilà, donc tu me dis de poursuivre, c'est ça. Continuez. Donc je veux dire, il faut regarder le contexte dans lequel il l'a dit. Il était dans une visite en France, il a vu la première ministre française Elisabeth Borne, il a croisé, je crois bien, l'autre, j'ai oublié son nom là, oh, qui a les cheveux grisonnants. Là. Donnez-moi son nom, voilà. Mais allez-y, c'est vos amis, vous les connaissez. Mais il les a rencontrés, donc du coup, l'État de Côte d'Ivoire était en France. Donc dire, tenir ce genre de propos, pour moi, sincèrement, ça n'a rien d'humiliant, ça n'a rien de blessant. Il faut aller au-delà de ça. Il faut se décomplexer. On n'a pas à rougir, en fait. En fait, il ne s'agit pas de complexe. C'est-à-dire, c'est ce qu'il y a derrière. Chaque fois, je dis, quand on gratte l'ongle, on voit, enfin, quand on enlève le vernis, on voit comment l'ongle est. C'est l'idée que on a des entreprises ici qui ne seraient pas en capacité de faire ce qu'on serait allé chercher auprès des Français. Monsieur Alain, est-ce que vous ne pensez pas que ça, c'est un faux complexe d'infériorité? Mais pas du tout, pas du tout. C'est la réalité. On va compétir. La réalité est qu'aujourd'hui, on a une préférence claire pour des entreprises qui ne sont pas forcément nationales. Et ça, c'est pas normal. Est-ce que par exemple, je termine là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, dans l'organisation de la Coupe du Monde par le Qatar, est-ce que le Qatar, qui est un pays qu'on connaît très développé, n'a pas eu besoin, je parle le Qatar, d'expertise extérieure? ou peut-être la France elle-même, quand elle organise la Coupe du Monde, n'a pas eu besoin d'expertise extérieure pour pouvoir l'accompagner? Non, moi j'ai vu le comité d'organisation de France 98. Je peux vous dire, à l'époque, j'étais journaliste à Paris. Je pense quand même que... En 98? Oui, en 98 en France. Ouais, j'étais journaliste, j'étais à BBC. Oui, donc il y a quand même 25 ans. Et le comité d'organisation, qui était une société privée, actionnariat 100% français, et les intervenants étaient des acteurs, donc des entreprises françaises. Voilà. Mais maintenant, celles-ci peuvent sous-traiter après avec des vendeurs, des fabricants de machines, etc., ou de tickets, etc. Mais je veux dire, l'opérationnel doit être entre les mains des nationaux. Maintenant, en fait, Alain, ce que moi j'aimerais juste dire... Vous craignez qu'avec cette déclaration du président, enfin du Premier ministre, vous craignez que l'opérationnel ne soit pas entre les mains nationaux? Non, moi je pense que c'est un peu un désaveu même du COCAN. Donc il serait temps peut-être que le COCAN se réveille. Non, mais en même temps, Alain, moi j'ai vu... Alain, il fait de la provocation. Oui, il fait de la provocation. Mais non, pas du tout. Moi j'ai vu même des cadres, des hauts cadres du COCAN aller, qu'on appelle ça, au Qatar pour aller suivre l'expertise qatari. Mais pourquoi quand eux, on ne s'en plaint pas? Aller suivre, ça ne veut pas dire promettre justement, des marchés. Mais derrière ce discours de M. Daouda, il faut Monsieur Alain, décrypter. est-ce que vous voyez quelque part dans ce truc, Oui. je donne tel marché? Mais oui, c'est ce que ça veut dire. Non, c'est pas ce que ça veut mais dire. Attendez. Allez, on est tous allés à l'école. Sur la base, non mais j'imagine bien, Voilà. Sur la base de l'expérience de la France dans l'organisation des grands événements, son appui nous sera d'un grand apport dans la prochaine préparation de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça veut dire qu'on pourra signer des contrats avec des entreprises qui ne sont pas ivoiriennes. C'est possible. Voilà. C'est possible, mais Et ça me dérange. Mais est-ce que, justement, moi, la question que je me pose, est-ce que ce qui dérange foncièrement, ce n'est pas l'énumération de la France? Non, Est-ce que non, si le Premier ministre... Non, je ne dis pas pour vous, Alain, mais je veux dire pour... Il aurait dit japonais, ça m'aurait dérangé. Voilà, mais il y a des personnes qui sont totalement perturbées Quand on dit par, France. justement, par le mot France. Je pense qu'il aurait dit l'Afrique du Sud, qui a déjà organisé une Coupe du Monde. Je ne pense pas que ces personnes-là s'en seraient insurgées. Non, ça m'aurait... Voilà. Non, ça Donc, m'aurait Monsieur dérangé. Alain, n'allons pas jusqu'à là. Ça m'aurait dérangé. Je veux dire, même les Qataris qui ont organisé l'une des plus belles coupes du monde aujourd'hui, que
on connaît, ils ont eu besoin de l'expertise de d'autres personnes au niveau du football, sachant que ce pays, je termine s'il vous plaît, sachant que ce pays... L'expertise, ça ne veut pas dire aller regarder. Mais justement, il a parlé, on vend quelque chose. Mais il a parlé de l'expérience française, donc de leur expertise. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit on va vous vendre le pays. Non. Mais au-delà de ça, je termine sur ça rapidement. Au-delà de ça, M. Alain, qu'on le veuille ou non, cette Coupe d'Afrique qu'on est en train d'organiser, qu'on gagne la Coupe d'Afrique ou qu'on ne la gagne pas, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a gagné quand on sait le nombre d'argent, de milliards que nous avons injectés dans cette compétition? À un moment donné, pour gagner, il faut qu'on gagne sur le côté touristique, on gagne sur le côté culturel, on gagne en diplomatie. C'est ça qui est le plus important, M. Allé. Rassurez-vous, je ne vois pas de Parisien qui viendra de Paris en Côte d'Ivoire, rien que pour la CAN. Ils viendront en Côte d'Ivoire pour d'autres événements. Non, mais si. Non. Je veux dire, écoutez, s'il y a des milliards à dépenser, ben, autant les dépenser en les donnant à des nationaux, c'est tout. Ben, à aucun moment, il a dit qu'il ne donnait pas les nationaux. Ben, on dit on a juste besoin... La billetterie, c'est un des points importants. La sécurité, c'est un budget très important. Monsieur Brice, à un moment donné, moi, je n'ai jamais fait de maîtrise de cérémonie. J'ai l'occasion d'en faire, mais je viens vous voir. Il y a quelle honte à venir voir Brice? Non, ça n'a absolument rien à voir. Non, mais si. Monsieur Daouda. Je ne l'ai jamais fait. Il n'y a pas de honte, monsieur Alain. Non. Il n'y a aucune honte. Moi, je pense qu'une fois encore, on est dans la contradiction. Moi j'aime bien ce que fait le gouvernement parce qu'effectivement, il faut réveiller les entreprises qui doivent impulser le développement. Il faut qu'elles participent. Ce sont elles qui créent des emplois. Mais quand vous donnez ce marché ou ces marchés à des entreprises étrangères, je ne dis pas françaises, mais étrangères, ces emplois ne sont pas créés ici. Mais voilà. Soit c'est moi qui lis mal, ou bien c'est moi qui comprends mal, mais dans ce texte que je vois, je ne parle pas ensemble. Attention, bon, allez, on va terminer. Vous avez je vais terminer. Chacun pour avoir un point de vue sur la question. La prochaine séquence de cette phrase, ce sera d'ici 3-4 semaines, une délégation d'experts qui viendront d'où vous savez, pour signer des accords. Mais bon, là où Viviane... Je pense qu'on n'a pas... Oui, non, c'est ça. mais contrairement à ce que dit Alain, on n'a pas de boule de cristal pour savoir que dans 4 semaines, une délégation d'experts de 200-300 personnes viendront totalement remplacer nos talents. Oui, je sais pas. Mais à t'entendre, c'est comme si justement une myriade de personnes viendront en Côte d'Ivoire pour totalement injecter tous les personnes présentes, les Ivoiriens présents, les locaux présents, qui sont censés organiser cette Coupe d'Afrique. Là, c'est parce que le Premier ministre Patrick Hachi a énoncé... Vous avez un peu l'impression qu'Alain est touché par le syndrome Saïd Kayed. Non, franchement. Je crains que... Non, je pense qu'on a... De toute façon, je crois qu'il est important, et on le dit souvent sur ce plateau, il est important que le gouvernement mette en avant, en tout cas, nos leaders mettent en avant les expertises locales, nationales, compétentes, des champions nationaux. Ces entreprises-là qui payent les impôts, ces entreprises-là qui triment. Ah ben voilà, vous le savez. Tant mieux. Monsieur Daouda ne le sait pas. Non, ça n'a rien à voir. Les autres viennent, elles encaissent et elles rapatrient les fonds. Alors il faut arrêter un moment donné aussi. Au-delà de tout, dans ce texte, il n'a pas dit ça. Et même si ces entreprises françaises... C'est ce qu'il promet. Parmi les entreprises françaises, même parmi les entreprises qui sont en Côte d'Ivoire, les entreprises françaises sont des entreprises qui payent mieux l'impôt que d'autres que je ne citerai pas. Après, on va partir très loin. Non, je ne savais pas que tu travaillais aux impôts. Non, si j'ai travaillé aux impôts aussi. Tu peux aller un peu noter ça. Dans l'événementiel, je pense qu'on a les compétences qu'il faut. Voilà, on a les ressources humaines, on a vraiment des vrais techniciens qui peuvent nous permettre de réussir cette canne-là. Bon, pas besoin d'aller jeter de l'argent par là. Ce que je vais faire, je crois que je vais rentrer en contact avec le Premier ministre ou ses services. Ah, vous avez ses contacts? Oui, je peux vous assurer. Lui, c'est de grands contacts. Voilà, donc on aura certainement de plus amples explications sur ce qui a été dit là. Mais on sait que vos avis sont tranchés. Monsieur Alain, Toussaint et Kevin et aussi nos téléspectateurs, on les lit sur nos pages des réseaux sociaux. Nous, en tout cas, on espère avoir peut-être le Premier ministre sur notre plateau. Sait-on jamais. Qu'est-ce qu'il dit sur les réseaux sociaux à ce sujet? Ils disent beaucoup de choses. Voilà. Les avis sont tranchés, quand même. Les avis sont tranchés. Je lis par exemple... la billetterie, c'est les nationaux, on parle ici d'expertise. Bon, enfin, il y a des avis, mais les avis sont tranchés. Voilà, faut aller lire les commentaires sur nos pages des réseaux sociaux. On peut poursuivre les amis, s'il vous plaît? Merci. Bon, on marque nous une courte pause. J'ai le temps d'aller chercher une petite expertise. Oui, allez-y. Et n'oubliez pas le drapeau. Allez, ça c'est pour vous. À tout de suite. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie d'Alain Toussaint, en compagnie de Kevin Aubin, en compagnie de Daouda et puis avec vous à la maison. Vous nous regardez sur les canaux 206 pour Canal+, au numéro 6 de la TNT. Je vous rappelle qu'on aura dans un très court instant sur notre plateau notre Aoulaba 2022.
Ah, je peux vous dire, elle est magnifique. Vous avez regardé l'élection là-bas, en 2022? Bon, j'ai regardé aucune élection de Miss. Très bien. Après, je ne vous demanderai pas pourquoi. Donc, vous avez vos raisons, c'est votre vie. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Voilà. Bon, allez, le fait du jour, c'est en politique. On évoquait ici une convocation de certains militants du PPACI. Eh bien, la convocation s'est soldée par une interpellation, par une arrestation. Un mandat de dépôt, Ouais. voilà. Je pense qu'on le sait tous, en son temps, il y a quelques jours en arrière, Damana Picasse, qui est, je crois bien, le premier vice-président du PPACI, secrétaire général du PPACI, avait été convoqué à la police. Et donc, du coup, M. Hubert Oulaï avait lancé un mot d'ordre, la mobilisation en fait au sein du PPACI. Et des gens sont allés pour aller soutenir Damana Picasse à la police. Après son audition, ce dernier est sorti libre mais sous contrôle judiciaire. Malheureusement, une dizaine de ces militants-là ont été arrêtés et mis sur mandat de dépôt pour trouble à l'ordre public. Ils n'ont pas eu la même chance. Voilà, ils n'ont pas eu la même chance. Non, moi, je suis un peu... Où tu commandes pas? Non, vas-y, commande d'abord, je t'écoute. Non, moi, je suis un peu éberlué par la rapidité du délai d'incarcération quand même. Enfin, on parle de personnes qui ont manifesté et qui sont soupçonnées de troubles à l'ordre public. Voilà. Là, je crois qu'on a... Ce sont des faits, de trouble à l'ordre public. Ouais, des faits. En tout cas, je pense que, de ce que je sais, il n'y a pas eu... C'était pas un pugilat, c'était pas une rixe. Ils n'ont pas atteint l'intégrité physique de quelqu'un. Ah, Dieu merci, on n'est pas arrivé là. Contrairement, je veux dire que M. Damana Picasse, lui... Mais il n'y a pas de comparaison entre les situations. Hein. non, mais je viens. Ouais. Je ne suis pas en train de comparer. Mais quand un monsieur est épinglé pour un crime, je veux dire pour l'attaque du bataillon projetable d'Abobo, quand il est épinglé, il est empêtré dans une affaire criminelle et que lui s'en sort avec une liberté conditionnelle le temps de son procès, il a été mis sous contrôle judiciaire. Oui. Ouais, sous contrôle judiciaire. Je trouve que c'est un peu démesuré pour des gens qui ont juste manifesté d'être incarcérés sans forcément être passés devant monsieur le juge. Pour moi, c'est un peu... Je trouve que... Voilà, je ne suis pas un virtuose du droit, hein, mais je trouve que c'est un peu... Non, on n'a pas besoin d'être un virtuose du droit, en fait, pour comprendre que quand il y a un trouble à l'ordre public, comment on appelle ça, la justice peut te mettre en prison de façon simple. Pour moi, par principe, M. Damana Picasse a juste été convoqué pour être entendu. Il pouvait juste aller avec, comment on appelle ça, deux têtes de son parti, ses avocats, pour aller écouter et répondre de ses actes. Et après, finalement, il est sorti libre. Eux, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils recherchaient à aller créer des échauffourées au niveau de la police. Ça s'appelle une manifestation. Non. Et puis, excuse-moi, aussi longtemps que je me souvienne, Oui. trouble à l'ordre public, c'est un délit. Et pour moi, ce n'est pas le délit le plus forcené qui existe. Oui, mais est-ce que ce délit-là ne peut pas nous envoyer en prison, Kevin? De façon immédiate comme Mais ça. pourquoi pas? Parce que le juge, il est libre de décider, de dire, bon, ok, ton délit, je t'envoie en prison pour 3 mois, pour 6 mois, pour 1 an, pour 10 ans. C'est lui. Mais, Le juge, il décide de cette loi. D'autant plus que tu as dit que tu n'es pas virtuose du Mais droit. tu Parce Bon, que on va pas vous garder tous les deux longtemps. Alain, je vais te point de vue sur la question. Oui, Je reviens à vous tout à l'heure. Tout cela m'inspire quand même beaucoup de tristesse parce qu'on a l'impression de faire 2 pas en avant et 3 en arrière en Côte d'Ivoire. Encore des personnes qui sont emprisonnées pour un acte ou des actes politiques, pour leur affiliation aussi politique. Moi, je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire, d'autant que la personne principale qui est la source de leur malheur, été libérée elle rentre provisoirement. chez elle Bah oui. en dépit quand même de la gravité des accusations Exactement. ou des oui, présomptions. mais bon. Est-ce qu'on peut terminer, M. Daouda, s'il vous Oui, plaît? allez-y, monsieur Voilà. Alain. Voilà. Et puis, l'enfermement ne doit pas être la règle. Systématiquement, dès qu'il y a un événement, on jette des gens en prison. L'autre fois, on a parlé des jeunes qui avaient le drapeau russe, etc., qui seraient en garde à vue ou bien qui auraient été défaits. Enfin, moi, je pense qu'on n'a vraiment pas besoin de cela. Un rappel à l'ordre. Et puis, il y a aussi le fonctionnement de la justice. Tout à l'heure, vous disiez trouble à l'ordre public, mais il y a ce qu'on appelle la convocation. Les personnes peuvent rentrer chez elles, elles peuvent après être appelées devant un tribunal, etc. Donc, il faut aussi que de temps en temps... Mais le juge est libre de les garder, de les laisser partir ou bien de les mettre en Je ne prison. mets pas en cause. On sait bien, excusez-moi, moi je suis aussi le défenseur de la justice, mais on sait malheureusement qu'aujourd'hui, les justices, entre guillemets, en Afrique, sont quand même souvent dites sous le sceau
d'intérêt politique ou en tout cas dans un contexte politique. Voilà. Et ce n'est pas faire injure à la justice que de le dire, c'est une réalité. Voilà. Donc, je veux dire, on est dans un contexte où on trouve des arrangements politiques, etc. Moi, je déplore le fait que des citoyens estiment qu'il soit nécessaire d'accompagner une personne qui est convoquée devant un juge d'instruction. Ce n'était pas la police, c'était devant le juge d'instruction. Mais pourquoi? De quel droit? Cette personne aurait pu aller juste avec un avocat. Un avocat, oui. Ou un membre de son parti politique. Pas besoin de rassembler la SMALA pour y aller. Voilà, donc déjà, il y a un problème. Moi, je pense qu'il faut peut-être faire preuve quand même de flexibilité, hein, et puis avancer. Voilà. La politique, les relations politiques sont assez dynamiques. C'est vrai, c'est agaçant de voir des personnes qui font de la récupération à tout bout de champ. Voilà, parce que M. Picasse, c'est M. Picasse. Ce n'est pas tel autre militant du PPACI. Donc, on n'a pas besoin forcément de penser qu'il y a une communauté de destin avec lui. Et lorsqu'il est convoqué, on trouve nécessaire de l'accompagner. Je pense que c'est un faux pas et que la justice aussi, de temps en temps... devrait être clémente. Voilà, clémente. Moi, je pense qu'il faut... Là, sincèrement, sur ce coup, je partage Il y a déjà votre beaucoup de personnes qui seraient détenues pour des raisons politiques. Je pense qu'il faut arrêter quand même cette hémorragie. C'est là où je dis, je suis vraiment d'accord avec vous, parce qu'à un moment donné, quand quelqu'un est convoqué, Kevin, il faut le laisser partir, répondre de ses actes. On n'a pas besoin, comme il a dit, de rassembler tout le peuple d'Israël pour aller le soutenir. Parce qu'à un moment donné, finalement, Damana Picasse est sorti, c'est eux qui sont dedans. À un moment donné, il faut laisser... Les destins ne sont pas liés. Non mais... Oui, non, mais c'est pas lié. En même temps, quand vous finissez de dire tout ça, vous dites, on n'en a pas besoin, mais ce n'est pas non plus si mauvais de le faire aussi. Oui, quoi, qu'est-ce qui n'est pas mauvais? C'est-à-dire de pouvoir accompagner quelqu'un pour dire... On peut accompagner... Ce n'est pas la première fois... Ce n'est pas nécessaire, Brice. Je veux dire... Mais il l'aurait fait, qu'il n'y aurait pas eu, par exemple, ce qu'on a constaté. Ben, ce n'est pas la première fois qu'il y a aujourd'hui... on a vu même des artistes, lorsqu'ils avaient été entendus par le juge, il y avait des personnes qui s'étaient mobilisées. Ce n'est pas la première fois. Oui, mais Brice, ici, on veut toujours faire le bras de fer. On a vu beaucoup de mobilisations à la haie devant pour le président. Oui, mais ça, c'est différent. Ici, on veut toujours faire le bras de fer avec l'autorité. Ce n'est pas nécessaire. Voilà, parce que ce qu'on oublie, hein, on a beau être un pays en voie de développement, sous-développé, tout ce qu'on veut, mais l'État, il est très fort. Vous êtes chez vous à 6 h du matin, on vient frapper à la porte, c'est un policier qui vous amène. Donc, de temps en temps, quand même, il faut un peu réfléchir aussi. Voilà, l'État, il est fort. Voilà. C'est-à-dire, on a des institutions, la police, la justice, les armées qui fonctionnent, et à tout moment, il a dit, Kevin, la loi, etc. Donc, soyez un peu mesurés. On peut soutenir par une forme d'activisme sur les réseaux sociaux. On avait Picasse, on prend une photo, on fait des commentaires, on peut attaquer le gouvernement ou je ne mets pas même les magistrats, mais chacun reste chez lui à la maison. Voilà. Il ne faut pas aussi perturber le cours de la vie normale. Voilà. Pas besoin d'être en délégation pour accompagner une personne qui est convoquée devant un magistrat. Voilà. Ça, je suis pas pour un procès, on peut le comprendre. Voilà. Non, moi, je rejoins... Voilà. Oui, pour un procès. Alors, parce que la question que j'allais vous poser, c'est, il y avait les militants. Est-ce qu'on avait une délégation du PPACI également parmi les personnes qui étaient là-bas? On ne sait pas si celui qui a lancé l'appel à la mobilisation était là-bas. Bon, apparemment, il n'y avait que des militants et M. Picasse accompagné d'une personne, je crois. En tout cas, on parle de 28 militants qui ont été mis sous verrou. C'est trop. Voilà. C'est même pas... Franchement... Après, là, moi, je rejoins Alain sur ce qu'il disait pour justement laisser la personne qui a été inculpée aller se défendre avec son avocat. Là, je suis d'accord. Mais justement, quand tu parles, tu dis que le juge est libre justement de poser des verdicts. Mais le verdict, on peut aussi le commenter, le trouver à géométrie variable. Parce que M. Damana Picasse, il y a 33 personnes qui ont été inculpées dans cette affaire, qui sont soupçonnées d'avoir fomenté cette attaque avec lui. Ces personnes ont été mises en détention provisoire, contrairement à lui qui a été mis sous contrôle judiciaire. Donc ça peut aussi prêter à réfléchir et se poser des questions. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends très bien. Je veux dire, un trouble à l'ordre public, c'est un délit, ce n'est pas un crime. En justice, le crime est beaucoup plus décuplé que le délit, je ne t'apprends rien. Donc, quand des personnes sont immédiatement incarcérées alors qu'elles sont inculpées pour un délit et qu'une personne qui est soi-disant empêtrée dans un crime est remise en liberté provisoire le temps de son procès, moi, ça me choque. Non, mais peut-être que sûrement parce que... Vous avez 30 secondes parce que... Oui, on n'a pas eu le fin mot de toute cette histoire. Peut-être que sûrement, ils attendent d'autres éléments pour l'enquête. Et comme ils n'en ont pas beaucoup, après, on peut le mettre en prison. C'est pour ça qu'il est sous contrôle judiciaire. Voilà. Mais c'est du coq à l'âne, en fait. Non, pas du tout. John J, tu vas bien? Non. Mais je suis sûr, c'est puni par la loi. Mais dit comme ça, franchement, et après on pourra le mettre en prison.
Daouda, arrêtez. Bon, allez, on va recevoir notre prochain invité. Nous avons pour notre grande actu le plaisir de recevoir sur notre plateau dans un très court instant M. Fofana Yaya, le président du mouvement des forces d'avenir, le MFA. Avec lui, on va évoquer donc la participation du MFA dans au niveau de la coalition au pouvoir. Eh bien, ils ont leur mot à dire. On aura l'occasion d'en parler sur notre plateau. On le reçoit maintenant. Bon, on le reçoit maintenant. Venez. On le reçoit maintenant. Très bien. Après la pub. Bon. Vous pouvez me redonner vos panneaux, s'il vous plaît. Les Merci, aléas ça. du direct. Voilà, redonnez-moi tout ça. Voilà, je gagne 30 secondes en faisant ça. Voilà, merci. Alain, le vôtre. Merci beaucoup. OK. Non, parce que j'explique quelque chose. Mais l'invité est là, on peut le recevoir, il n'y a pas de problème. Vous êtes devenu vendeur de panneaux maintenant. Pardon? Vous êtes devenu vendeur de panneaux là. Exactement, j'ai des panneaux. Je vais faire des pour et des contre. Allez, les amis. 25 tonnes de boissons en attendant, vous avez bien compris. 25 tonnes de boissons frelatées. Voilà, je crois que je vais évoquer cette question-là. 25 tonnes de boissons frelatées saisies. À Niamey, eh bien, ces 25 tonnes ont été détruites. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle parce que quand on a vu, c'était il y a quelques semaines, on a vu que des cuves de liqueur dont certains aiment raffolent en fait, c'était en fait de l'alcool frelaté qui était fabriqué dans des conditions d'hygiène vraiment déplorables. Finalement, c'est le ministère du Commerce qui a, sous dénonciation anonyme, qui a pu prendre ces personnes-là et finalement, aujourd'hui, ces 25 tonnes ont été incinérées devant les autorités. J'avoue que c'est une très bonne chose parce que quand on sait qu'aujourd'hui, cet alcool-là, et avec des grandes marques qui sont déçues finalement, ils vont le vendre cher. Et les gens vont mourir, j'avoue que c'est quelque chose de très... Non, mais 25 tonnes de boissons frelatées, c'est une goutte d'eau dans l'océan que constituent les boissons frelatées en Côte d'Ivoire. C'est un secret de polichinelle, mais on le sait tous. Enfin, moi, je ne sais pas. Hein. Arrête, plein de propriétaires de bars écoulent de façon éhontée des boissons frelatées. Le but, c'est de justement tripler le chiffre d'affaires parce qu'évidemment, ces boissons dangereuses-là sont vendues au même prix que des boissons homologuées. Ouais. Voilà, donc on le sait tous. Tu achètes la boisson, la bouteille de whisky à 1500 francs en version frelatée, que vous la revendez à 50 000, vous faites plus de bénéfices que quelqu'un qui l'achète à 15 000, qui la vend 50 000. C'est ça. Et tu as même des consommateurs qui se retrouvent aux urgences sans raison apparente. Il y en a même qui accusent... les empoisonnements. Exactement. Voilà, qui accusent leur entourage d'empoisonnement. Oh, c'est sûr, là. Alors que c'est la boisson que tu as ingurgitée la veille, en fait. Donc, c'est un vrai problème de santé. Bon, il y avait ce problème-là et celui du lait infantile. Le ministère de la Santé a également pris là-bas des mesures. Moi, je n'ai pas d'enfants, donc... Oui, bon, nous, on a des enfants et on pense à eux. Je pense que c'est une très bonne décision du ministère de la Santé de retirer du commerce populaire la commercialisation. Décision prise pour, dit-on, assurer la qualité, la disponibilité, mais surtout la traçabilité des médicaments, de sorte qu'on puisse savoir quel lait est rentré en Côte d'Ivoire, parce que ça c'est important quand même. Quel lait rentre en Côte d'Ivoire. Vous avez des laits au nom bizarres quand même que vous retrouvez. On vous dit c'est du lait pour enfants, à l'époque c'était dans les supérettes. Et donc à un moment donné, je crois que quand on décide de mettre en place des mécanismes de contrôle de ce dispositif, c'est tant mieux. Mais là, moi, ce qui m'a vraiment plu de la décision, c'est qu'ils ont dit qu'ils allaient encadrer les prix. Parce qu'en même temps, je dis souvent, c'est le prix qui fait que certaines personnes vont sur d'autres trucs. Donc, s'ils ont encadré le prix de ce lait-là pour que, dans ce contexte d'inflation générale, pour que chacun puisse en profiter, ce serait une très bonne chose. Parce que le NAN 1, le NAN 2, parce que c'est ça qui se dit souvent, ça n'a pas le même prix en fonction de quoi. Ça, c'est bon. Maintenant, excusez-moi, Brice, est-ce qu'on a des pharmacies dans toutes les localités du pays? Pour ce que je sais, oui. J'aurais dit... Moi, j'aurais dit oui. Ah oui? Non, il y a des zones pour les localités où je suis parti, il y en a en tout cas. Parce que l'intérêt aussi du supermarché ou du petit commerce, c'est qu'il y ait un commerce de proximité où on peut trouver ce il y a plus de chances. Il y a plus de chances qu'on ait, vous dites quoi, une supérette dans une localité entre... Oui, mais bien sûr. Oui, une pharmacie. Dans ma région. Non, mais en fait, ce que vous oubliez quand même, ce que vous oubliez aussi aujourd'hui dans toutes les localités, je pense qu'il y a un centre de santé et dans les centres de santé, généralement, il y a une pharmacie. Et je suis sûr et certain que sûrement, en prenant cette décision-là, ils vont décider de mettre ce lait-là dans la pharmacie de ces centres de santé-là, en fait. Parce que c'est un mal, finalement. On va considérer que c'est un mal pour un bien. Oui, mais on peut peut-être que les pharmaciens qui sont, eux, à l'intérieur du pays vont développer un autre
réseau secondaire de commerce en étant des grossistes et peut-être continuer à vendre ce produit auprès des détaillants. Mais là où moi je suis parti à Mans, dans des zones où il n'y a pas de pharmacie. Là où l'imagination fertile. Non, mais ce sont des propositions. Là où je suis parti à Mans, j'ai qu'on appelle ça, j'ai vu un pharmacien qui n'avait pas encore sa pharmacie. Il a sa pharmacie dans la grande ville, mais par contre, pour les zones qui sont très reculées, il a, comment on appelle ça, une moto avec l'emballage qui est vraiment frigorifié, c'est bien. Donc, il prend cette moto pour livrer toute la région autour. Je pense que c'est des modèles à reproduire dans d'autres régions. Je pense que les pharmaciens, sûrement, ils penseront à ça. Le ministère de la Santé aussi va penser à ça. Parce que le point que vous dites, c'est un point qui est important. Il y a des localités où il n'y a pas de pharmacie. Il y a peut-être 10 km, 15 km, en fait. Voire même plus. Voilà. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Allez, c'est bien dommage, ça. Et on espère qu'il y aura enfin la santé pour tous. Allez, je passe sur le point grande actu. Et on a le jingle pour recevoir Monsieur Fofana Yaya. Il est président du mouvement des forces d'avenir, le MFA, qu'on reçoit maintenant. Ici, le jingle, c'est parti. Monsieur Fofana, vous vous installez. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Vous êtes président, je disais, du MFA, le mouvement des forces d'avenir. Comment se porte le mouvement en ce moment, le parti? Le MFA se porte très bien. Très bien. Oui. Très très bien. Vous faites partie du... Vous êtes dans le grand bloc RHDP, vous vous trouvez dans le grand bloc RHDP? Si. Nous sommes membres fondateurs du RHDP depuis 2005 à Paris et jusqu'à ce jour. Est-ce que vous êtes content de votre position actuelle dans Non, le RHDP? c'est pour cela que toujours le MFA existe, parce que nous ne sommes pas contents. Nous n'occupons aucune responsabilité au sein du RHDP. Expliquez-nous ça un tout petit peu. Eh bien, de quoi s'agit-il? Il y a de cela quelques années, en 2018, il nous avait été demandé de signer le manifeste de création du RHDP. Du coup, nous sommes allés à un congrès pour demander à nos militants de donner leur cutis pour la signature du manifeste pour la création du RHDP en 2018. Et suite à cela, nous avions procédé à un réaménagement au sein du MFA qui a porté à la tête du MFA le siège Chaka Ouattara à la même date. Et donc, du coup, dans la précipitation en 2019, nous sommes retrouvés à la création d'un parti unifié. Et pourtant, il était bien clair que lorsqu'on va pour créer un parti unifié, il faut que les partis membres soient dissous. Et ce qui n'a pas été fait. Et vous, quand vous avez constaté cet écart-là, quelle a été votre attitude? Bon, nous, on nous a laissé entendre comme ça verbalement et qu'avec le temps, on sera résorbé et qu'après, nous allons régulièrement être dissous. Donc, moi, j'ai constaté, j'ai posé le problème qu'aucun parti membre du RHDP n'est dissous et que ce n'est pas normal. Nous ne respectons pas la loi à la matière. Et dans la précipitation, le parti unifié a vu le jour. Et nous qui contestons cela au cours des réunions, on a été vraiment mis à l'écart. Vous avez dit 2 fois précipitation. Oui. Pourquoi précipitation? Mais justement, vous constatez, vous êtes avec nous ici, que le PDCI n'était pas d'accord pour la création du parti unifié. Et le MFA, l'UDPCI et quelques alliés sont allés à un congrès pour créer le parti unifié. J'ai une question pour vous, M. Fofana. Aujourd'hui, que vaut le MFA en termes d'élus en termes de militants même. Ça fait 2 questions. Ça fait 2 questions. Oui. En termes de lui, il faut savoir que le MFA est resté durant plusieurs années un parti qui a travaillé et qui a eu des élus. Et du coup, je reviens sur une question, un élément fondamental, la transhumance politique. Et j'ai constaté, puisque ça fait plus d'une vingtaine d'années que je milite au MFA, et que tous nos élus ont versé leur victoire au RDR. Et je m'explique. Le dernier même en date, c'est le maire de Bonirédougou qui est décédé, paix à son âme. Lorsqu'une fois, nous avions des élus, et du coup, ils vont verser leurs regrets. Il y a pas mal de cas du MFA qui se retrouvent. Je cite nommément Legré Philippe, je cite les Joël Nguessan, je cite le sénateur actuel, Cissé Mamadou. Il a été élu maire d'Anané pour le compte du MFA. Il s'est retrouvé. Mais finalement, après que tout cela ait versé leur voix au RHDP, que vaut le MFA? Non, pas le RHDP, au RDR. Au Il faut RDR, qu'on mais soit aujourd'hui, d'abord. Voilà. Mais aujourd'hui, quand on regarde ces saignées, Tout à fait. finalement, que vaut le MFA? Le MFA, quand on a mis en place le RHDP, on allait toujours à des élections couplées. C'est tous les partis membres. Et lorsque nous posons nos candidats
à la candidature du RIDP. Du coup, avec les intrigues, avec les problèmes des personnes, on nous a toujours mis à l'écart. Et donc, vous voulez que le MFA puisse avoir des élus s'ils sont allés sous la bannière RHDP et lorsqu'on pose nos problèmes, on nous écarte. Alors, j'ai une question directe pour vous. Oui. Pourquoi, selon vous, ces élus dont vous parlez, là, sont allés directement au RDR? Eh bien, moi, je ne comprends pas, mais ça dépend d'eux, puisqu'il n'y a aucune loi qui encadre ça en Côte d'Ivoire. S'il y avait une loi qui encadrait la transhumance politique en Côte d'Ivoire, ça ne l'est jamais arrivé. Alors, M. Yaya, est-ce que votre infortune d'aujourd'hui n'est pas le résultat de votre trahison d'hier, puisque M. Anaki Kobena était, me semble-t-il, le président du MFA et vous avez opéré un putsch pour l'éjecter du MFA. Vous êtes allé vous asseoir à la table du RHDP et maintenant vous vous plaignez de ne pas être servi. Mais c'est quand même aussi le droit du parti au pouvoir de distribuer les plats le gâteau au moment où il veut. Pourquoi vous faites preuve de tant d'impatience? Non, mais ce que vous ne saviez pas, chercher à savoir ce que le président fondateur Anaki a fait, c'est un push. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a été versé à la tête du parti? Vous ne saviez pas. Puisque nous, je vous disais tantôt que nous sommes au RIDP en tant que parti membre fondateur du RIDP depuis Paris en 2005. Et suite à cela, le MFA prônait la candidature unique depuis 2010. Et justement, après 2010, on a connu l'élection du président Alassane Ouattara à la tête du pays. Et du coup, à partir de 2015, c'est là qu'est parti le problème du sieur Anaki Kobena, président fondateur. Puisque nous étions porteurs d'un projet appelé le RIDP, il est venu, il a suscité une autre candidature, autre que celle du RIDP. Il a demandé à ce que les militants choisissent au cours d'une réunion de bureau politique le sieur Essi Ambara pour le compte du MFA contre la candidature du RHDP. Et les militants, du coup, ont refusé. Bon, ce n'est pas la même histoire que lui raconte, mais bon... Non, mais c'est la même histoire, parce que vous dites qu'on a fait un push. Non. Il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement pour parler de coup d'État. Aujourd'hui, il y a une petite voix qui dit Anaki avait raison. Voilà. Anaki avait raison, parce que lui, de façon unilatérale, il a décidé qu'on choisisse, il propose qu'on choisisse Essi Ambara, candidat pour le compte du MFA. Pourtant, nous sommes dans une coalition appelée RHDP. Monsieur Fofana, vous êtes en direct devant les Ivoiriens. Clairement, qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui au RDR? Des postes au gouvernement, de direction générale. Oui, du coup, le MFA est une institution politique. Il faut qu'on soit intégré, on participe à la vie du RHDP. Puisque depuis 2005, il y a un quota pour le fonctionnement du RHDP. Il faut que ce soit respecté. Aujourd'hui, dans le secrétariat exécutif du MFA, le MFA est exclu de tout. Du RHDP, vous voulez dire? Vous n'êtes pas dans le secrétariat? On n'est pas dans le secrétariat. Quels sont vos rapports avec le RHDP aujourd'hui? Mais nous, notre rapport, c'est... On a de bons rapports avec les dirigeants, mais je pense que s'il y a un problème de personnes et qu'on n'en parle pas suffisamment, il faut qu'on en parle aujourd'hui. Est-ce que le vrai problème n'est-il pas que, d'un point de vue électoral, vous ne pesez pas grand-chose? Si nous, on part sur la base du RHDP, vous voulez qu'on puisse avoir quel poids politique? Non, mais puisque c'est choisi dès le départ, c'est bouclé dès le départ. Mais dans ce cas, pourquoi vous ne prenez pas vos militants pour dire, bon, on va se concentrer comme les autres partis d'opposition pour aller contre le RHDP? Simplement, c'est ce que vous ne pouvez pas comprendre. Le MFA a une histoire. Moi, j'ai été porté à la tête du MFA parce que j'ai demandé à nos militants de faire comme d'autres partis, de quitter le RHDP. Ils disent non, nous sommes portés d'un projet, nous sommes membres fondateurs du RHDP, il faut qu'on reste. Donc voici nos recommandations, M. Fofana, mettez ça en œuvre. Donc nous sommes partie prenante, membres fondateurs, nous ne sommes pas demandeurs, nous sommes là, nous sommes fondateurs au même titre que les autres partis du RHDP. Est-ce que c'est une forme de masochisme? Oui, c'est ça. Mais ils ne nous reconnaissent pas, ils se disent... Oui, ils ne vous reconnaissent aucun droit. Vous vous sentez maltraité, mais vous restez quand même. Mais quand même, tu ne peux pas mettre au monde un bébé, lui donner un nom et puis dire que ce n'est pas mon enfant. Non. On est au même titre que les autres partis, mais ils savent, vous saviez qui est le président du RHDP. C'est le président Alassane Ouattara. Il fut le président de quel parti politique? On ne peut pas s'accaparer d'un parti politique qui a une vision commune, qui est une coalition. Un parti seul va réclamer la paternité. Oui, mais si vous n'êtes pas donc, globalement, vous quittez. Mais non, je vous disais tantôt, le MFA est une institution forte. Qui est assez fragile aujourd'hui, monsieur. Non, c'est ce que vous croyez, monsieur. Non. Mais vous n'avez même pas d'élu, monsieur Fofana. Non, je ne suis pas d'accord. Vous n'avez pas de maire, vous n'avez pas de députés, vous voulez qu'on puisse avoir des maires
si nous ne sommes pas allés, nous allons à ces élections-là sous la bannière RHDP. Donc pourquoi vous voulez parler mais de MFA? pourquoi vous ne demandez pas clairement au président Alassane Ouattara, Monsieur le Président, on attend notre part du gâteau? Mais nous avions posé le problème et c'est lui seul qui est le décideur. Mais du coup, dans ce pays, on sait toujours qu'il y a des coupés de Mais route. s'il ne décide pas, finalement, est-ce que c'est pas mieux d'aller... Je pense que le président Ouattara a quand même une fine connaissance de cette réalité et Tout à que fait. si jusqu'à présent vous n'avez pas été nommé, c'est parce qu'il Non, il c'est estime pas que une- votre poids est un poids négligeable. Mais c'est ce qu'on lui fait savoir. Mais non, lui-même il le sait. Ce que vous savez, Je sais ce très que vous bien. ne saviez pas, ce n'est Oui. plus une question de poids politique, puisque ces dernières élections locales, ce n'est pas une histoire de MFA, RDR, IDPCI, c'est une question de RHDP. Et du coup, nos attributs sont au RHDP. Nos logos sont au RHDP. Nos dénominations se trouvent au RHDP. Vous voulez qu'on aille où avec Mais ça? la vraie question, c'est qu'aujourd'hui, M. Fofana, j'ai une question pour vous. Dites-moi, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter ou qu'est-ce que vous pensez apporter au RHDP? Ah, mais du coup, nous, on a tous nos militants de base se reconnaissent au RHDP. Ils sont combien déjà, vos Ils militants sont de base? de 100 000 à 200 000 Oh, militants. mais voyons, mais vraiment, vous croyez que Mais 200 pourquoi 000 pas? personnes Mais ce sont n'est pas vous militants qui de- gérez notre fichier, monsieur. Non, mais- Laissez-nous mais- vous enfin, me demandez quelque mais chose, j'en je vous donne doute. et vous contredisez. J'en doute. Ah ben si vous doutez, mais 200 000 militants du MFA. ça n'engage que moi. Ça fait 20 ans que je suis militant. C'est moi qui gère le fichier du Ils sont MFA. 200 000 en Côte d'Ivoire. Ah oui. Et vous n'arrivez Ah, ben pas, moi, j'aimerais avec bien, 200 000, vous n'arrivez savoir pas à où vous ils faire sont. entendre par le président. Mais attends, soyez sérieux. Eh, 200 000, nous sommes très sérieux, Non, monsieur s'il vous Fofana. plaît, s'il vous plaît, non, on va- s'il on vous va- plaît, allons doucement. Le président, il est libre de nous recevoir, il est le président de la République. Et il a une fonction de président d'un parti. Nous avions interpellé plusieurs fois, et c'est ce qui a valu la réforme du RAIDP, qui a porté à sa tête le président Kafana. C'est suite à nos interpellations, nos revendications. Du coup, on avait pensé que les enfants du feu Boigny allaient se retrouver, mais ce n'est pas ce qui a été, c'est pas ce qui a été fait. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a des problèmes de personnes au RAIDP. Quand on est au Fouettis, on dialogue, on négocie. C'est ce que moi je demande. Il n'y a pas un problème. Moi, je pense, excusez-moi, Brice, mais je pense finalement que vous connaissez un peu le même sort que le fameux leader qui s'était rallié au Mais RHDP. l'UDER était un parti allié, Allié du contrairement RHDP. Oui. au MFA. Oui. Ça dit- L'UDER, l'UPC sont des partis, PIT sont des partis alliés. Ils nous ont rejoints plus tard. Je pense Mais que moi, votre- je vous parle depuis Oui. 2005. Je pense que votre péché originel, C'est la de- trahison. Voilà, déjà. Non, et c'est de ne pas pas la avoir trahison. Je suis pas d'accord avec vous. le C'est poids, votre le point. matelas électoral qui permettra au président Ouattara d'avoir une garantie sur Mais du une coup, élection future. Monsieur, si vous connaissez l'histoire de ce pays, elle est très récente. Comprenez que nous, MFA, on prônait la candidature unique depuis 2005 jusqu'à 2010, jusqu'à l'élection du président Ouattara. Et à l'époque, on nous avait demandé d'aller en rang dispersé et de se retrouver au deuxième tour. Du coup, il y a un poids électoral qui est sur le dos du MFA, disant que l'ancien président Naki ne représentait rien parce qu'il a eu 0,1%. Mais du coup, ça s'explique. Quand on s'est retrouvé au deuxième tour, on s'est mis ensemble, ça a donné un candidat, ça a donné une élection propre. Le monsieur Alassane Ouattara est devenu président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur Yaya Fofana, j'ai une question pour la suite. Vous êtes dans un parti, Tout à fait. finalement, on ne vous écoute pas, Oui. on ne vous fait même pas participer Tout à fait. aux réunions, vous n'êtes pas au secrétariat général, Tout à fait. Au directoire non au plus. directoire non plus. Qu'est-ce que vous avez comme solution? Qu'est-ce que vous avez comme Non, la alternative? solution est très simple. Nous sommes dans un pays, on a connu, on est là, le nom de notre parti porte le nom de l'ancien président de notre pays, Houphouët-Boigny. Nous sommes des Oufouitis. Il nous a été dit qu'un seul parti ne peut pas gagner une élection en Côte d'Ivoire. Nous nous sommes retrouvés au sein d'une coalition qui a migré vers un groupement, un parti unifié. Mais du coup, on a travaillé. Un ouvrier mérite son salaire. Mais Si monsieur- nous avions travaillé longtemps, comme il a dit tout à l'heure, nous réclamons notre part. Ouvertement, il faut le dire. Eh ben voilà. Voilà, enfin, il ben faut le dites-le. dire ouvertement. Il n'y a, Vous voulez pas de une honte place à au réclamer restaurant, ça. S'il vous plaît, votre part, c'est quoi? Quand vous dites votre part, Mais notre part, d'abord, c'est de participer à la vie de notre parti Non, commun. On peut participer à la vie Et d'un à parti l'issue de n'importe où, cela, hein. Oui. à l'issue de cela, être nommé. être, pas moi forcément, Enfin, un cas du MFA. Oui, voilà. Non, et à l'issue de cela, c'est un gouvernement des partis politiques qui sont nommés. Il y a des personnes qui sont venues après nous qui siègent dans ce gouvernement. Et du coup, je vous apprends.
Il y a un ministre qui siège pour le compte du MFA dans ce gouvernement, je ne dirai pas son nom. Mais pourquoi Mais il se cache ou il pas? se cache mieux puisque c'est un complot qui a été toujours ourdi Mais c'est ce contre qu'on le disait, MFA. oui, mais c'est Et je sûr. pense qu'il y a des ministres que vous voyez aujourd'hui qui se sont retrouvés RDR, Joël Guessa, Légré Philippe, Hamza Bamba, Kimilo RDR. C'est ce complot que le MFA aussi a toujours connu. Et je le dis ouvertement, si vous connaissez l'histoire du MFA, c'est comme ça qu'ils font. Est-ce Il y a un ministre qui siège aujourd'hui pour le compte du MFA dans ce gouvernement, où on dit non, le MFA est dissous, donc du coup, on peut choisir n'importe qui on veut. Mais finalement, quand vous dites tout Donc, ça, tout vous cela avez sont été partis. court-circuité. Moi, je suis quelque part, on a été court-circuité. Ben voilà. Monsieur Voilà, Fofana, c'est ce que je est-ce que disais. finalement le MFA n'a pas été vidé de sa substance? Mais à quel moment? Si moi je suis présent sur votre plateau, ça veut dire qu'il y a des cadres aussi importants au MFA. Très bien. Il y a des Bon, cadres en tout cas, importants alors, au MFA. dans quelques semaines, il y a quelques mois, les élections locales. Tout à fait. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que là, visiblement, le RHDP a déjà choisi ses chevaux pour la Donc, du pour coup, la non, bataille. ça a été toujours comme ça. Et c'est pour cela que vous voyez que le MFA n'a pas de représentants. Mais pourquoi ni de vous n'allez pas en trucs. indépendant? Tout à Allez-y. fait. Et puis, ce que je vais vous donner comme information, on était allé comme ça lors des dernières législatives passées. On a déposé notre liste de candidatures, mais si des personnes font des jugeotes en disant que non, il faut que vos cas soient des suppléants par-ci, par-là, mais sur quelle base? Et je disais tantôt qu'il y a un quota. C'est-à-dire qu'il y a un quota, il y a une clé de répartition pour le fonctionnement du RSDP. Depuis sa création, depuis 2005. Il faut que cette clé soit respectée. Pour que chaque parti, un parti politique ne se soit pas plus fort que l'autre. Est-ce que vous avez écrit au président de la République? Vous lui avez- Plusieurs courriers ont été adressés. Il vous a J'ai été répondu? reçu dernièrement, à la dernière date, d'abord par son chef de cabinet, Monsieur Claude Claude Sailly. après, et par le ministre Bakongo. Très bien. Et il m'a rassuré qu'il allait rendre compte fidèlement au président de la République. Et bien, jusqu'à présent, nous attendons. Ça fait combien de temps? Ça fait quelques 4-5 mois. Bon. Très bien. Il a un calendrier assez Monsieur chargé. Fofana Yaya, merci d'avoir été sur notre plateau. Merci. En tout cas, on a entendu votre voix Tout à fait. et on sait ce que vous réclamez. Tout à fait. Et je pense que les cadres du RHDP. RHDP et certainement le chef de l'État à ont aussi entendu votre plaidoyer ce soir. Tout à fait. En tout cas, bon vent à votre parti. Merci beaucoup. Et le président dira, garçon, ajoutez une table, une chaise, pardon. Et un couvert. Et un couvert. Ah, parce qu'il y a un parti politique qui attend encore. Ah ben oui, voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. à vous. On va marquer une courte pause, nous retrouver tout à l'heure pour la suite du Grand Talk. Et d'ici là, restez live TV. C'est le Grand Talk, hein. Nous évoquons les questions d'actualité. Nous avons l'honneur de recevoir des personnes qui font la vie des Ivoiriens. Et au nombre d'entre elles, notre Aoulaba 2022 est sur le plateau du Grand Talk ce soir, mesdames, messieurs. Oui, je suis très galant. Moi, faut que je reconnaisse que ça... Merci Thierry, merci beaucoup. Ça sert absolument à rien, tout ce que je dis entre... Non. Vous avez constaté? Il va Bonsoir, caler. notre cher Aoulaba 2022. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir à tous, ça va? Ben oui, Bérété Mafata, vous Oui. êtes Aoulaba 2022. Oui. Très très bien, on est content de vous recevoir. Kevin Aubin, vous avez assisté à l'élection? Non, Non. mais bon, j'ai vu quelques bribes de la cérémonie sur Facebook. Très très bien. Alors comment on vit quand on est à Aoulaba 2022? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Beaucoup de choses ont changé Très bien. parce que même dans mon commerce, ça s'est pu s'améliorer. Et on va dire même dans ma famille aussi. Vous êtes à Aoulaba et vous êtes mère de 5 enfants. Oui, et On c'est s'en se enfants. sent pas. Mais dans le concours Miss Aoulaba... Ah, pardon. Non, On dit Aoulaba. Dans le concours Aoulaba, c'est la promotion de quoi on fait concrètement? De la culture, quoi, dans le fond? C'est les deux. Bon, aujourd'hui, en tant qu'Aoulaba, la question qui est à Aoulaba, en tant qu'Aoulaba, qu'est-ce que vous êtes ambassadrice de... Qu'est-ce que vous représentez aujourd'hui? La femme africaine, La beauté la africaine. beauté africaine. Parce qu'il y a des canons de beauté africains. Oui. Voilà. La beauté africaine. L'Aoulaba consiste d'être une mère d'abord, une femme qu'on est connue de naissance. Et puis, avoir gardé, on va dire, sa forme, sa C'est beauté. ça, c'est ça. Ses rondeurs et être vraiment toujours prête à assumer ça et
sa vie. Alors quotidienne. justement, vous êtes à la maison, vous avez les enfants, il y a le commerce. Et puis un matin, quelqu'un vient vous dire, il y en a 5 d'ailleurs à la maison, quelqu'un vient vous dire, tiens, il y a un concours là, est-ce que tu as envie de participer? Tout de suite, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Racontez un peu l'histoire qui a conduit à votre sacre. D'abord, on va dire, j'aimais déjà la chose depuis toute petite. À toute petite, vous vous sentiez que Oui, en fait, même tout ce à qui l'école, était... même, bon, je faisais déjà là ou là-bas à l'école. Ah, vous étiez à Boutchou déjà petite? Oui, déjà petite, on va dire ça. Ouais. Quand j'ai appris qu'il y avait les présélections à Yopougon comme à Djamé, j'ai essayé d'aller m'inscrire à Yopougon, qui n'a pas marché, mais j'ai couru rapidement aller à Djamé et qui a marché. Très bien. Et de là aussi, bon, j'ai été à Oulaba à Djamé, on a là la finale et j'ai été la nationale. En tout cas, bravo à vous. Merci. Maintenant, aujourd'hui, Ah, Kevin, une question, Daouda. Oui, enfin, à Oulaba, on dit plus Miss, hein, on dit Non, on dit pas Miss. À Oulaba, c'est la On l'a jamais dit d'ailleurs. Ouais. C'est la magnificence de la beauté ronde de la femme africaine. C'est un concours qui trotte dans l'inconscient collectif, mais malheureusement, aucune Aoulaba n'a marqué la mémoire collective. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis incapable de vous dire qui a été Miss Aoulaba 2020, 2019, contrairement aux Miss Côte d'Ivoire qui sont assez emblématiques comme Série Dorcas ou même Laetitia Ncho. Pour vous, qu'est-ce qui explique ça? Je vais dire un peu que c'est d'abord... Vous avez le droit de dire que vous laissez la question au comité Aoulaba. Hein. Vous avez le droit de dire D'accord, ça. donc je laisse la question au comité Aoulaba. Non, mais moi, Oui. moi j'ai envie en fait Qu'on vous connaisse garde mieux. votre Image. visage, votre nom et que ça reste indéfiniment dans la tête des Ivoiriens, quoi. Mais c'est son souhait. Ouais, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et après, je vois le reste avec. mais durant votre mandat, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Posé comme acte sur le terrain en tant que Miss Aoulaba désolé. Ça va aller, on va s'habituer. Ça va aller, je vais hein, pardon. En tant que Aoulaba, qu'est-ce que vous avez fait pour faire la promotion de tout ça? D'abord, j'ai motivé mes sœurs, qui sont mère et père en même temps, et de ne pas baisser les bras. En tant qu'une femme, tu ne dois pas baisser les bras. Tu dois pouvoir subvenir à tout ça. Très, très bien. Je les ai amenées à s'assumer, comme aujourd'hui je suis. Vraiment tenir tout, la petite famille, et puis pouvoir avancer. Alors, vendredi prochain, vendredi 3 mars prochain, eh bien, il y a le lancement, il y a le lancement. d'Aoulaba 2023. C'est l'occasion hein, d'inviter, vous le disiez tout à l'heure, Oui, d'inviter aussi vos sœurs, parce que ce n'est pas évident. C'est pour ça que je demandais tout à l'heure, qu'est-ce qui a pu bien se passer dans votre tête pour qu'on puisse venir vous voir, pour que vous décidiez, vous, de participer. Vous, encore depuis plus jeune, vous aviez envie de participer à cette élection. Mais il y a aujourd'hui des jolies femmes qui n'ont peut-être pas envie, qui n'ont pas la motivation. Ça. On se dit, bon, allez se mettre devant les caméras, ce n'est pas toujours évident. Et aujourd'hui, votre présence, c'est de dire, c'est un concours. Oui, c'est un concours, Il y a ce n'est qu'un d'autres, jeu, il n'y a voilà. rien derrière. Voilà, il y a des amis. Maintenant, est-ce que Comme dans non, ce... moi j'ai une question. Quand vous dites qu'il n'y a rien derrière, normalement, enfin, vous Non, gagnez mais des parce lots, que- des. Non, quand je dis qu'il n'y a rien derrière, ce n'est qu'un jeu parce que quand on parle d'un concours, les gens parlent de « Ah, j'ai peur, je ne veux pas aller assumer le public » et puis pourtant ce n'est qu'un jeu, vous, au fait. vous voulez, Voilà, en fait, voilà. vous avez envie de dire qu'il ne faudrait pas que ces femmes aient peur. Aient en fait. peur. Ouais, Et d'accord, il ok. faut qu'elles prennent le courage en main et puis Et qu'elles se s'assumer. lancent. Bon, allez, je vous Maintenant, permets et de le parler au nom du comité Aoulaba. Vous n'avez pas beaucoup de soutien. C'est juste une les question, pardon. sponsors. Petit comme ça. Oui. Caraba. Daouda, je finis ma question. Vous avez besoin d'également de soutien, parce que peut-être que c'est ce qui répond à la question de Kevin. Quand aujourd'hui on parle de l'élection Miss Côte d'Ivoire, il y a le rayonnement. Il y a C'est même peut-être- une polémique, mais bon. Voilà, c'est peut-être parce que vous aussi, vous n'avez pas tout le soutien, tout le rayonnement, par exemple, de vos sœurs qui sont Miss Côte d'Ivoire, peut-être. C'est un peu difficile, hein, C'est un peu difficile. je reconnais. Oui, c'est un peu difficile. Bon, là, déjà, on a le soutien. Donc, nous, on a décidé de vous accompagner, Live TV. Voilà, Je donc, vous remercie encore voilà, vraiment pour votre soutien. bon, voilà. Est-ce que vous avez reçu de l'argent quand vous avez gagné une voiture, une villa? Qu'est-ce qu'on vous a offert Bon, j'ai reçu de l'argent de la première dame, que je remercie encore. Ah ben voilà. Très bien. J'ai reçu un terrain aussi. Ah bon? Bon, les autres lots, pour le moment, c'est en cours. D'accord. 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 Et vos enfants, comment est-ce qu'ils vous regardent? Ils sont fiers, monsieur? Ils sont fiers de les leur amis, maman. La famille, oui. Oui, ils sont fiers de leur maman parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Même quand je suis allée, bon, j'étais là, est-ce que maman va passer? Puis bon, maman était à Oulaba, Il y donc ils avait sont la fiers. joie. Il y avait la joie, même dans la famille. Alors, dernière question, hein, avant Daouda, allez-y poser votre question. Je vous ostracis pas. Vous Ok. avez votre question? Ma question, c'est de savoir, vous vous lancez... Pourquoi il y a- vous chuchotez Daouda? Non, je lui parle.
Mais vous parlez aux Non, mais on parle aux téléspectateurs téléspectateurs, on parle. Oui, mais bon, ils entendent quoi, voilà. Il y a un micro, il faut pas s'émouvoir. Ce concours-là, pour participer, comment ça s'est fait? Le processus, on paye pas, comment ça se passe? Non. Pour que, en fait, d'autres personnes qui veulent, d'autres femmes rondes qui veulent participer, comment elles doivent participer? Non, pour ce concours, on ne paye rien. On ne paye rien. Seulement que si tu as le numéro de ta commune, de ta région, où tu peux te diriger, aller t'inscrire, c'est tout. Ce De qu'il toute y a à façon, il y a un comité, vous Il y pouvez a un donc, comité aujourd'hui, il y a un local comité à qui Oulaba, est là. vous pouvez prendre contact avec le comité. Ça va venir, ça va venir. Ça va venir. Voilà, vous prenez rendez-vous avec le comité, vous prenez contact avec le comité. Je me fais un peu le porte-parole. Hein. Voilà, vous vous inscrivez et puis avec ça, vous avez la possibilité dans votre commune de vous présenter. Là, il y a le lancement qui va se faire. Daouda, le lancement va se faire vendredi prochain. Vous aurez toutes les informations. On nous demande de la faire défiler parce que qu'est-ce qui prouve qu'elle est vraiment... Oh là là, Parce qu'on fait avoir la musique. Même pas comme- Hein, la musique, Ouais. hein, il faut au moins que Elle va faire le tour comme ça. C'est pas nous qui demandons, on sont les internautes. les internautes demandent. C'est bien facile. Hein, qu'est-ce À qu'il Moudjou. faut? On veut Mais si, ça va se certifier. préparer. Ça se préparer. Vous On peut dire que notre Aoulaba 2022 est très 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 belle. Ouais. Merci beaucoup. Merci Merci d'avoir été sur notre plateau. Merci Je vous rappelle à que vous. le lancement Aoulaba 2023, c'est pour ce vendredi. Et puis on la espère résidence Niablé, à la résidence Niablé. C'est important. On aura À quelle heure? à 14h. À partir de Mais ta 14 soeur doit participer ou bien? Parce que tu demandes comment on fait, à On va quelle au JT, heure. les amis. C'est un Merci problème. beaucoup. On va au JT. Bon. Nous sommes mercredi, vous regardez la télévision, vous regardez Live TV sur les canaux 206 du bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT. On marque une courte pause, 2 minutes, pour parler de loi, et la loi c'est la loi, et on parle de crédit. Regardez. Bonjour, bonsoir. J'espère que ça va chez vous. Chez moi, ça va. Mais chez mon ami Kwasi Crédit, ça ne va pas. Comme son nom l'indique, mon ami Kwasi Crédit doit à quelqu'un. La personne est venue hier à 2h du matin au quartier avec aux caisses pour encaisser son argent. Mais il dit, celui qui prend crédit là, il a aussi des droits. Et c'est de cela qu'on va parler. Ce n'est pas parce que quelqu'un te doit qu'il n'a pas le droit de manger. Ce n'est pas parce que quelqu'un te doit qu'il n'a pas le droit de dormir, se mouvoir, s'épanouir. On ne t'a pas obligé de donner le crédit. Donc, il faut nous donner un peu de temps, on va rembourser ton argent. Juste un peu de temps. Selon les dispositions de l'article 46 de l'acte uniforme portant organisation du crédit simplifié et des voies d'exécution, aucune mesure d'exécution ne peut être commencée avant 8 heures et après 18 heures. Lorsqu'on rentre dans les entrailles de l'acte uniforme, on comprend que aucune mesure d'exécution ne peut être commencée également un jour férié et un dimanche. C'est-à-dire, quand tu prends le crédit de quelqu'un, pour rembourser là, il y a jour d'ouverture, il y a jour de fermeture, comme kiosque de PMU, mon cher. Tous ceux à qui je dois, je dis bien, tous ceux à qui je dois, qui parlent maintenant ou se taisent après le générique. Et... La loi, c'est la loi. Hein. Bon, on en sait davantage hein, concernant la question du crédit. Et crédit, bon, enfin bref. Allez, notre invité est sur notre plateau. Juste après ceci, nous parlons avec elle. Madame Francesca Di Mauro est sur notre plateau. Je prononce bien? Très bien. Bon, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Oui. Ça fait 6 mois que vous êtes en Côte d'Ivoire. Exactement. Alors, dites-moi, comment vous avez trouvé le pays? Que vous retrouviez après? Oui, j'ai vécu nombreuses quand années. j'étais enfant, j'ai vécu 3 ans ici à Abidjan. Mais maintenant, je reviens dans une autre fonction, évidemment. J'ai trouvé un pays très dynamique, très en croissance, malgré les différents chocs. La Côte d'Ivoire est un pays résilient.
un pays avec une grande culture, un pays très accueillant. Je dois dire, j'ai été très bien accueillie. La fameuse hospitalité est bien présente. Et aussi, voilà, avec aussi notre activité très variée. Donc, je suis très, très contente de mon nouveau travail. Madame, vous portez les principaux axes de la coopération entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Déjà, comment se porte cette coopération? Oui, alors peut-être déjà dire que l'Union européenne est présente en Côte d'Ivoire depuis plus que 62 ans. Donc 1961, nous étions présents et notre, disons, relation avec la Côte d'Ivoire a vraiment grandi dans les années. C'est une relation en très bon, je pense, en très bon état, excellent état. Très variée aussi parce qu'il y a évidemment les aspects donc, de coopération au développement. On pourra revenir sur ça, les différents domaines d'intervention. C'est une relation économique avec des accords commerciaux entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire hein, qui permettent donc au flux de biens d'aller dans les deux directions. Et aussi politique parce que l'Union européenne a toujours été là dans tous les périodes moins bonnes, positives, moins positives de la Côte d'Ivoire. Elle soutient également les scrutins électoraux. Oui, absolument. Oui. On en parle. D'accord, madame, moi j'aimerais savoir quels sont les axes forts sur lesquels l'Union européenne, le partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne sont basés. Les axes forts. Oui. Alors peut-être en manière très succincte, donc nous avons un axe qui est lié à ce qu'on appelle le capital humain. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est par exemple aider la formation professionnelle des jeunes. Je pense que l'emploi des jeunes, c'est vraiment une préoccupation très forte pour nous et pour le gouvernement et la population. Donc nous voulons vraiment intervenir pour que les jeunes soient formés en lien avec ce que le secteur privé demande. Donc, le secteur privé, évidemment, c'est le moteur un peu de tout. Donc, voilà, ça, c'est une grande partie. Mais aussi, ne pas laisser pour compte les plus vulnérables. Donc, la protection sociale, c'est aussi un autre axe de notre intervention. Puis, nous avons un grand domaine qui est lié à l'économie verte, à tout ce qui est durabilité. Donc, cacao durable, évidemment, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas parler d'agriculture et secteur vert sans parler de cacao, qui est une des grandes spéculations et exportations vers l'Union européenne. Nous sommes le plus grand marché, en fait, pour la Côte d'Ivoire, le cacao. Mais nous voulons évidemment appuyer, promouvoir un cacao durable, que ce soit du point de vue social. Donc, on s'attaque au travail des enfants dans le secteur cacao, économique, pour que les planteurs aient un revenu décent, et aussi environnemental pour arrêter, diminuer la déforestation qui jusqu'à maintenant a eu lieu en Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'est un grand secteur, aussi avec l'énergie renouvelable, qui est fondamental, vital pour la transformation économique d'un pays. Et puis, nous avons un grand domaine lié à la paix et à la stabilité. Donc, on appuie, par exemple, notamment au nord du pays, secteur de la sécurité, réduction, prévention de conflits et les élections, comme vous avez dit. Ça, ce sont un peu les grands axes. Maintenant, vous parliez des cacao tout à l'heure. Oui. Et généralement, on voit que l'Union européenne, surtout les députés européens, s'en prennent très généralement au cacao ivoirien. Qu'est-ce qu'ils reprochent au cacao ivoirien et qu'est-ce que l'Union européenne fait pour que le cacao ivoirien puisse mieux s'exporter en Europe? Alors, évidemment, je veux dire, ce que fait le Parlement européen, je pense que vous faites référence à la nouvelle, les réglementations par rapport à la déforestation. Bon, d'abord, savoir que ça ne s'attaque pas au cacao en Côte d'Ivoire, ça s'attaque à tout ce que les entreprises européennes commercialisent, importent ou produisent en Europe. Donc ce n'est pas discriminatoire par rapport à la Côte d'Ivoire. C'est tous les produits qui sont consommés en Europe. Les consommateurs européens sont très exigeants et ils veulent avoir des produits qui ne sont pas entachés de déforestation ou de travail des enfants ou de pas respect des droits humains. Donc c'est sur cette base que les nouvelles règles européennes vont entrer en vigueur. Pas tout de suite, hein, nous avons encore au moins 18 mois pour se préparer. Et c'est pour ça que l'Union européenne, en Côte d'Ivoire, est présente dans ce secteur, comme j'ai dit, pour renforcer le secteur des coopératives, pour que cet aspect de durabilité soit présent, pour réduire le travail des enfants, choses sur lesquelles le gouvernement ivoirien est complètement engagé. Donc on ne fait qu'accompagner la vision ivoirienne dans ce secteur. Donc voilà. Madame Dimaro, vous parliez tout à l'heure de la formation des jeunes. De façon très concrète, comment elle se manifeste? Comment elle se matérialise, votre appui à la formation des jeunes? Donc elle va se matérialiser via un projet. Évidemment, nous travaillons avec des projets, avec des opérateurs qui vont nous aider à mettre en œuvre ce projet. Ça veut dire que nous allons d'un côté aller parler au secteur privé, que ce soit dans le secteur agricole, mais aussi dans le secteur, par exemple, de la logistique. Vous avez un grand port à Abidjan et il y a peut-être des besoins en termes de capacité technique
pour gérer les différentes machines, etc. Donc on va s'approcher du secteur privé pour voir quels sont les besoins, où sont les gaps, où sont les manquements dans la formation. Et puis nous allons travailler avec des jeunes directement en les faisant former, que ce soit dans les métiers techniques selon les différentes filières. Très bien. Kevin? Oui, moi je voudrais revenir sur la culture, parce qu'aujourd'hui il y a un pôle de la culture qui est le cinéma. Le secteur cinématographique en Côte d'Ivoire est en plein essor. On a plein de séries et d'acteurs au talent vertigineux. Qu'est-ce que l'Union européenne fait pour ce secteur-là? Est-ce que justement ça vous arrive d'exporter nos films justement, il y a plein de festivals en Europe. Concrètement, c'est quoi votre appui à ce secteur-là? Oui, alors nous voyons vraiment le secteur de la culture comme un des secteurs pourvoyeurs d'emplois. Donc c'est vraiment l'industrie créative. Elle peut être vraiment un véhicule pour renforcer et des liens avec des traditions anciennes qui peuvent être développées. Bon, dans le cas du cinéma en particulier, donc si en Côte d'Ivoire même nous n'avons pas, disons, le cinéma comme un des secteurs privilégiés, mais au niveau, disons, plus global de certains appuis que nous pouvons développer au niveau régional ou au niveau global, on a un programme qui s'appelle le programme Média, qui est le programme qui justement appuie directement des productions de films un peu partout dans le monde, et puis après qui les appuie pour aller les amener aux différents festivals à droite à gauche, et qui renforce aussi la capacité des professionnels qui travaillent dans ce secteur. Donc, on parle de partenariat, Union européenne-Côte d'Ivoire. Vu que c'est le partenariat, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire, on en parle parce que depuis qu'on a commencé, c'est qu'est-ce que l'Union européenne fait pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire joue comme rôle important dans cette coopération-là, donc avec l'Union européenne? Oui, bon, la Côte d'Ivoire, elle fournit des biens importants pour le marché européen, que ce soit le cacao, que ce soit le café, que ce soit l'EVA, ou que ce soit par exemple la noix d'acajou. Ce sont des produits qui sont exportés vers l'Union européenne. Mais il faut voir aussi les relations aussi par rapport à l'investissement. Donc il faut savoir que l'Union européenne, c'est le premier partenaire commercial, en termes avec tous les États membres, c'est le premier partenaire en termes d'exportation et importation. C'est aussi le premier investisseur. Donc il y a des investisseurs européens qui sont implantés en Côte d'Ivoire dans différents secteurs, manufacturiers, agribusiness, infrastructures, etc. Et qui donc bénéficient aussi de l'essor économique de la Côte d'Ivoire, de la croissance. Donc finalement, une croissance positive poussée de la Côte d'Ivoire, une stabilité de la Côte d'Ivoire sont évidemment au bénéfice aussi des intérêts économiques de l'Union européenne et de ses États membres. Globalement, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des facilités qui sont faites, par exemple, à ces entrepreneurs qui voudraient, par exemple, s'installer ou exercer donc au niveau de l'Union européenne? Pour des entrepreneurs ivoiriens. Il y a toujours la possibilité pour les entrepreneurs, de s'installer, d'investir dans les pays. Il n'y a pas de barrière. L'Union européenne n'a pas de barrière par rapport aux investissements. Donc, un entrepreneur ivoirien, bien sûr, il peut. Mais ce serait évidemment aux mécanismes qui sont présents dans l'Union européenne, à voir comment les appuyer, que ce soit du crédit, que ce soit de la... Donc, pour ça, il faudra plutôt regarder ce que fait dans les différents pays. Après, il y a des programmes qui sont directement gérés par les pays de l'Union européenne, très en bien. ce sens. Alain ? Madame l'ambassadeur, vous êtes là depuis un semestre, vous l'avez dit tout à l'heure. J'imagine que vous êtes en même temps une bonne observatrice de la vie politique. Vous avez, je pense, un programme pour accompagner ce que vous appelez la réconciliation. Avant de vous poser une autre question, comment est-ce que cet accompagnement se matérialise-t-il? Oui, alors comme je l'ai dit, de par le fait que nous étions tout le temps présents en Côte d'Ivoire, nous avons établi des relations privilégiées. En termes de processus électoraux, nous avons souvent appuyé ces processus, que ce soit la mécanique vraiment des élections, les équipements ou le fait vraiment d'organiser les élections, mais aussi par-delà ça, la citoyenneté, donc le fait d'encourager les personnes, les jeunes, les femmes à voter, à participer au vote. Donc ça, c'est évidemment en vue aussi de l'inclusivité du processus. Au plus le processus électoral reste inclusif et au plus, évidemment, cela réduit potentiel de conflits et donc potentiel prévention de conflits futurs. Nous avons eu des programmes, des projets spécifiques, même dans le Nord aussi, pour s'attaquer aussi à la question, par exemple, entre communautés.
que ce soit les agriculteurs, les éleveurs dans certaines régions, voilà, ou des conflits liés au droit de la terre. Ça, c'est aussi très, très courant. Donc, nous utilisons aussi des petites ONG qui font ces médiations au niveau très local. Alors, on sait que pendant longtemps, ou peut-être même encore, l'Union européenne a toujours conditionné sa coopération, son partenariat avec des pays d'Afrique au contexte politique. Je veux avoir votre jugement aujourd'hui sur le regard que votre institution porte sur la Côte d'Ivoire. Il y a quelques jours, des jeunes ont manifesté, ils ont été arrêtés, jetés en prison. Et puis, de manière régulière aussi, il y a ce type d'événement qui se produit. Mais étrangement, on n'entend pas l'UE. En tant que partenaire, est-ce que vous avez ce dialogue concernant les droits de l'homme avec les autorités de la Côte d'Ivoire? Si oui, dites-nous ce que vous leur dites exactement. Oui, non, tout à fait. Nous avons un dialogue régulier. Et alors, au titre de ce qu'on appelait avant l'accord de Cotonou, c'était très clairement inscrit. Donc, l'article 8, nous avions un dialogue politique régulier. Mais donc, avec le post-Cotonou, ceci continue. Donc, notamment, fin novembre, 28 novembre 2022, donc 2 mois après un peu mon arrivée, avec les autres ambassadeurs. Donc, on a fait un dialogue de partenariat avec le gouvernement, avec les autorités ivoiriennes. L'ouverture a été faite par le Premier ministre. Nous avions 12 ministres en face de nous, justement, Affaires étrangères et moi-même en coprésidence, avec les autres ministres, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, ministre de la Justice. Et nous avons mis sur la table, évidemment, ces questions. Donc, l'attachement au respect des droits de l'homme, je pense que c'est quelque chose, c'est une valeur aussi que nous partageons avec la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est très clair, on le voit très clairement dans les enceintes multilatérales, les Nations Unies, etc., en termes de vote de la Côte d'Ivoire, c'est très clair. Et donc, nous mettons quand même sur la table des questions par rapport à comment on voit l'évolution des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, que ce soit les droits de la femme, par exemple, qui ont encore un peu de chemin à faire, égalité entre les genres. Oui. Et au regard de l'actualité, est-ce que vous avez le sentiment d'être compris, insuffisamment compris par les autorités ivoiriennes? Ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas dès qu'il y a quelque chose qui arrive, tout de suite on fait un dialogue politique. Ça va être le sujet du prochain dialogue. Donc on va voir aussi comment évolue la situation. On sait qu'on rentre dans la période électorale. Donc évidemment, nous sommes ici aussi pour observer le respect des droits de base des personnes, les droits aussi d'expression, liberté d'expression, liberté de manifestation, etc. Un dernier point, jugez-vous la situation globalement satisfaisante, pas du tout ou très peu? C'est très difficile de donner disons, une évaluation globale. Ça dépend qu'est-ce qu'on regarde. Si on regarde, comme je vous disais, la question de la violence basée sur le genre, ou bien de la mutilation. Ou même la liberté d'expression, par exemple. La liberté d'expression, il me semble qu'il y a une multiplicité de presse qui existe, écrite, en ligne. Et voilà, je ne vois pas de répression par rapport à la liberté de presse. Donc, sur les acteurs politiques, par exemple. Sur les acteurs politiques, ce qu'on a vu, c'est un effort de réconciliation par rapport évidemment au retour du président Gbagbo, au retour de Charles Blé Goudé, par exemple. Donc voilà, il y a une ouverture de l'espace qui se fait et pour ceux qui veulent participer à la vie politique de façon cohérente, correcte et en suivant les règles. Très bien. Okay. Moi, là, j'aimerais aller un peu plus loin de chez nous, mais plus proche dans nos assiettes, parce que depuis un an bientôt, le monde entier subit une crise d'inflation due à la crise russo-ukrainienne. Et aujourd'hui, vous, en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne, quelle analyse vous faites de cette crise et comment aujourd'hui, quelle solution de sortie de crise pour qu'aujourd'hui le monde puisse se sentir bien, pour que nos assiettes puissent être un peu plus garnies? Oui, alors bon, on parle, disons, l'Union européenne, on ne parle pas vraiment de crise, on parle en fait, on nomme ce qui est arrivé, c'est-à-dire une agression injustifiée de la part de la Russie envers l'Ukraine. Donc voilà, on parle de ça. Donc la guerre est en cours. Cette guerre, elle a eu des conséquences au niveau mondial. Donc en fait, en tant qu'Union européenne, on a une triple stratégie. On s'attaque à appuyer l'Ukraine d'un côté pour qu'elle puisse se défendre.
On s'attaque à en fait minimiser les efforts que peut faire la Russie. Et ça, ce sont tous les trains, les paquets de sanctions que nous avons introduits vis-à-vis de la Russie. Et puis, il y a l'impact sur le reste du monde. Très clairement, l'Union européenne et ses États membres sont très attachés à minimiser cet impact, donc que ce soit en termes de, comme vous avez dit, inflation, donc prix de l'énergie, prix des biens alimentaires ou prix des engrais. Donc sur ça, nous avons eu plusieurs initiatives qui font qu'on a essayé de justement amener à ce qu'on puisse quand même, avec les voies de solidarité par exemple, pour qu'on puisse exporter les biens d'Ukraine, les céréales, etc., vers les pays qui en étaient très dépendants. Et qui ont déjà en fait eu un impact sur, sur la réduction de certains denrées. On s'attaque aussi à augmenter l'autonomisation agricole dans les pays, notamment pays d'Afrique, pour que vous puissiez produire vos propres produits de consommation plutôt que de rester dépendant des importations. Mais aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de la Russie, de vos sanctions et autres. Aujourd'hui, on voit cette Russie-là qui est en train de venir en force en Afrique, notamment au Burkina, au Mali et autres. Aujourd'hui, quelle analyse vous faites, vous, Union européenne, de l'influence russe en Afrique aujourd'hui? Oui, bon, alors, d'abord, je pense qu'il faut qu'on soit aussi un peu clair sur les faits. Quand on dit en force, évidemment, le Mali et le Burkina sont deux pays voisins de la Côte d'Ivoire, donc peut-être que vous le ressentez plus fortement. D'abord, bon, Centrafrique aussi. Oui, Mali, c'est très clair. Burkina, je pense, ce n'est pas encore clair, ce n'est pas clair. Mais en termes de ce que la Russie amène en Afrique, si on regarde les chiffres, en termes de commerce, en termes d'investissement, en termes d'aide au développement, je pense que vous verrez que c'est minime, sinon zéro. Donc, quand on parle de l'influence russe, je pense aussi qu'il y a aussi beaucoup d'amplification médiatique. Et donc, c'est là aussi où, moi aussi, je me demande et j'interagis aussi avec les médias pour comprendre comment on amplifie en fait ce phénomène. Après, l'Union européenne n'est pas là pour dire l'Afrique, c'est seulement avec nous. Chaque pays est tout à fait libre de décider, de choisir qui sont ses partenaires. Nous avons une offre que nous mettons sur la table qui est une offre de durabilité, de transparence. C'est clair ce que nous amenons, c'est clair ce que nous ne pouvons pas amener. Nous n'allons pas amener des mercenaires, ça c'est clair. Et ce que nous faisons, nous avons fait dans le Sahel, c'était dans le sens évidemment d'appuyer la lutte antiterroriste, ce qu'on a fait pendant plusieurs années. Rapidement, peut-être avant Kevin, quelles sont, madame, les valeurs que vous partageriez et qui ne seraient pas celles que la Russie pourrait partager avec des pays africains? Parce que là, ce que vous dites, c'est un discours de diabolisation qu'on entend beaucoup dans la bouche des dirigeants européens, et que la Russie est d'abord un pays européen, même si elle est tournée vers l'Asie. Mais ce que vous dites aujourd'hui, c'est que les Africains n'ont pas d'autre choix que de s'aligner sur la position de l'Union européenne. Je n'ai jamais dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Mais, en filigrane, quelles sont... Elle a dit qu'elle avait une offre et... c'est ça, chaque pays est libre de au-delà des recevoir. mots, on sait un peu la ligne de l'UE par rapport à ce dossier, parce que vous parlez des valeurs. Quelles sont ces valeurs que nous devrions absolument partager avec l'Union européenne et que la Russie ne porte pas? Une valeur très simple, c'est la Charte des Nations Unies. Donc nous avons tous signé, tous les États membres de l'Union européenne, les pays africains ont tous signé la Charte des Nations Unies qui dit que chaque pays est souverain, que chaque pays, que les territoires est inviolable. Et voilà, donc ça c'est la première base. Ce n'est pas la valeur de l'Union européenne. Ce sont des valeurs un peu universelles qui existent. Et donc les valeurs évidemment du respect des droits de l'homme, respect du droit international humanitaire, respecter les civils dans une guerre. Quand le Rwanda envahit l'est du Congo démocratique, on n'entend pas l'Union européenne. Pourquoi? Alors que là, il s'agit de violation de la Charte des Nations Unies. Je pense qu'il y a eu des déclarations formelle, on n'entend pas sur une déclaration de principe. Mais dans les faits, on voit qu'il y a un pays voisin qui envahit un autre. Donc il y a quand même aussi 2 poids 2 mesures. Vous conviendrez avec moi? Je pense qu'il y a eu des déclarations, je pense que c'était très clair, de certains dirigeants européens qui ont clairement demandé que l'appui rwandais au M23 s'arrête. On peut rechercher, mais c'est très clair. Madame l'ambassadeur, vous êtes sur notre plateau, donc on va terminer l'entretien. Vous avez certainement des projets, donc des perspectives de ce que vous proposez dans les prochains mois, dans les prochaines années, dans le cadre de cette coopération UE-Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut avoir quelques points de cette collaboration à venir? Oui.
Non, alors je pense que c'est très pertinent le fait que, par exemple, cette année a été déclarée l'année de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Et c'est clair aussi qu'au vu de la démographie de la Côte d'Ivoire et de beaucoup d'autres pays, voilà, un des points vraiment très importants pour nous focus, c'est de voir quelles sont les attentes de la jeunesse, comment les aider, ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la formation professionnelle, mais comment aussi attirer par exemple les jeunes au sein de l'agriculture. L'agriculture a un énorme potentiel. Et ce n'est pas seulement l'agriculture de base, mais c'est l'agriculture transformée, une agriculture moderne avec de la digitalisation, avec voilà, des innovations. Donc j'espère vraiment que la jeunesse puisse se rapprocher de ce secteur qui va permettre aussi une meilleure autonomisation en général de l'économie ivoirienne. Madame Francesca Di Mauro, vous êtes ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été sur notre plateau ce soir. On espère qu'on aura d'autres occasions de vous avoir sur notre plateau pour évoquer d'autres points de cette coopération. Et on vous dit merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci aux téléspectateurs. C'est ici qu'on va marquer notre pause. Ce soir, on vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro du Grand Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire.